Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Nicolas. Merci de donner un peu de ton temps parce que ça reste un bien assez précieux, surtout pour un entrepreneur, que de donner quelques minutes de son temps et partager son expérience d'entrepreneur. Tu fais partie donc des 10 entrepreneurs français qui comptent aujourd'hui dans la tech et le digital. De par ta première expérience que tu as eue avec Captain Train, dont on a été actionnaire, nous, dans un de nos fonds. Et je fais un petit coucou à Stéphane Pesquet, qui avait fait l'investissement à l'époque dans Captain Train, et qui a été une des 10 plus belles success stories françaises, puisque c'est une société qui, en moins de 6 ans à peu près, t'es passé de la création, financement, où tu as levé une dizaine de millions d'euros en 3 tours de mémoire, Mhm. et tu as adressé une sortie à plusieurs centaines de millions, et qui reste aujourd'hui une des rares exceptions culturelles françaises de l'entrepreneuriat, où tu as réussi à faire un cycle en très peu de temps, et qui a permis de faire une sortie à plus de centaines de millions, ce qui est assez rare, puisqu'aujourd'hui, les startups françaises qui arrivent à sortir à plus de 100 millions, elles se comptent sur les doigts de la main ou sur les doigts des deux mains sur la dernière décennie, voire même les 2 dernières décennies, puisque rares sont celles qui ont même réussi à franchir le fameux milliard, mais en vrai prix de sortie et pas uniquement en prix de refinancement. Ce qui est intéressant de t'entendre dans ce parcours d'entrepreneur, c'est la façon dont tu as entrepris, la façon dont tu as financé ce développement. Et on pourrait croire que tu te sois arrêté à cette première expérience, puis non, tu as décidé de t'attaquer à un sujet encore un peu plus lourd ou plus important ou impactant. C'est de s'attaquer au secteur des banques et de l'oligopole qui représente le secteur bancaire, avec Memobank, qui est ta deuxième création d'entreprise. Pour commencer, Jean-Daniel, est-ce que tu peux un peu nous resituer, toi, dans quel milieu tu as grandi? Est-ce que c'est un milieu qui favorisait ou non l'entrepreneuriat? Et d'où ensuite, par la suite, t'es venue cette volonté d'entreprendre? Alors je viens d'un milieu qui était, je ne sais pas s'il est propice à l'entrepreneuriat. Je suis pas du tout parisien, je viens de province, d'une famille assez modeste avec 4 enfants. J'ai fait toute ma scolarité dans le public, de manière ultra classique, quoi, hein, Ouais, pas de particularité à mon parcours. J'aimais bien l'école, les études. J'ai en fait assez naturellement passé une classe assez vite. ouais, Mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie non plus. C'est-à-dire que j'ai suivi un peu mécaniquement ce qu'on m'indiquait de faire. ouais, Ma maman était particulièrement douée pour savoir aussi quelles options prendre pour avoir les meilleures classes, etc. Voilà, enfance très, on va dire, euh, euh, classique, ouais, française, républicaine. Euh, et j'ai fait ce qu'on m'indiquait de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelait voie royale à l'époque. Je ne sais pas si ça, avec le ouais, nouveau bac, je ne sais pas si ça existe encore, mais en gros, un bac mathématique avec option maths pour avoir les meilleures écoles. ouais, En sachant qu'aux provinces, c'est un peu différent. Maintenant que je vis en région parisienne, en province, c'est assez différent. On n'a pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis des enfants qui fassent ensuite des classes préparatoires ou des ouais, écoles d'ingénieurs. Nous, on nous disait peut-être qu'éventuellement vous ferez une école d'ingénieur pour vraiment les meilleurs d'entre vous. ouais, Moi, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai passé mon bac, j'ai eu un bon résultat à mon bac et j'ai postulé à des classes préparatoires, à des écoles d'ingénieurs. Mais je me sentais plus à l'aise dans une école d'ingénieur avec classe préparatoire intégrée ouais, parce que j'avais ce côté très très pratique. Même si j'aime les maths, même si j'aime le côté théorique, j'aimais tout de suite le côté pratique. Et du coup, je suis rentré dans une école qui s'appelle l'INSA à Rouen, mm, où j'ai fait mes 5 années, d'études. Pareil, je savais pas exactement ce que j'allais faire dans la vie. Disons que j'ai pris la voie qui m'offrait le plus de portes possibles, d'accord. le plus de possibilités. J'ai des parents qui ne m'ont jamais vraiment mis de limites, enfin aucun de leurs enfants. Donc il y avait ce côté aussi, tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu travailles bien, tu pourras faire, ça t'ouvrira toutes les portes. Donc pas vraiment de barrière mentale à ce qui était possible de faire, même si eux ils venaient d'un milieu voilà, ma mère a fait des études d'infirmière, mais infirmière à l'époque, on l'atteignait très facilement après le bac. Mon père n'a pas le bac. Euh, mais par contre, ils mettaient aucune limite à leurs enfants. Et ça, Ouais, ça a beaucoup joué, je pense, par la suite. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé faire des projets. Et je pense qu'assez naturellement, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'entrepreneuriat. ouais, Je viens d'une famille aussi
assez grande. J'ai beaucoup d'oncles et de tantes et j'ai beaucoup de cousins, ce qui fait que ça offre une diversité aussi à proximité de moi dans les parcours. Des gens qui ont fait vraiment des choses complètement différentes, qui sont du coup de milieux extrêmement différents. Et ça, c'est pas mal aussi pour avoir cette vue de ce qu'il est possible de faire. Il y a des gens qui ont suivi des parcours très modestes, des gens qui sont restés euh, dans les institutions publiques toute leur vie. Il y a des gens qui ont fait de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui se sont ratés, il y a des gens qui ont réussi. Il y a plein de choses La vie, quoi. c'est la vie, Ouais. mais il y a une diversité à proximité de moi, effectivement, qui a fait que j'ai pu voir aussi tous ces parcours se dérouler à proximité et comprendre quelles étaient les différentes voies. Et ça, c'est vrai que c'est un plus de pouvoir voir ce qui se passe et de voir que ça existe, quoi. Et Ouais. ça manque aussi souvent aux enfants de se dire, ouais, ben, en fait, moi, à côté de moi, je vois pas beaucoup de parcours, j'ai pas beaucoup d'exemples. Moi, j'ai eu cette chance-là de donc pas de limite et pas vraiment de barrière mentale mise par mes parents et aussi cette diversité de parcours autour de moi qui me permettait de voir ce qui était possible de faire. Donc, et ton père, pas du tout entrepreneur, pas du tout ingénieur ou pas. Non, du tout. Pas du tout ingénieur, il avait même pas le bac, il a pas Ouais, le brevet, il avait rien. Par contre, il savait faire toutes ses 10 doigts. C'est quelqu'un d'accord. qui je l'ai vu construire ses maisons et puis quand j'étais assez grand, j'ai pu aussi faire les maisons avec lui, D'accord. travailler, voilà et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, et qui savait vraiment absolument tout faire, quoi. On dit de monter un mur, il sait monter un mur. On ne sait pas comment il a appris, mais il sait exactement comment faire. Et c'est quel matériau acheter, comment le tracer par terre, comment le monter. Et ça, je trouve que ça m'a appris énormément, évidemment. Il savait aussi beaucoup manipuler le bois. C'est quelque chose que j'aime aussi particulièrement. Je trouve que c'est un art assez sympa de pouvoir construire, Ouais, modulé. moduler, prendre une pièce brute et en façonner un objet, un produit juste avec une machine et ses 10 doigts. Je trouve ça assez passionnant. Ça demande beaucoup de rigueur. Voilà, c'est ça un peu, effectivement, toutes ces choses qui m'ont forgé. Ouais. D'accord, qui t'ont forgé. Et durant ce parcours, tu as eu des activités, des hobbies particuliers qui, derrière, t'ont inculqué des valeurs que tu as mis à profit dans ton parcours entrepreneurial par la suite? Pas de. Si, le hobby, alors c'est marrant parce que je pense que pas beaucoup d'enfants font ça au final, mais j'ai fait beaucoup de sport, mais j'en ai fait divers sports. Je ne suis jamais allé vraiment jusqu'au bout. Voilà, juste tous les sports m'intéressent. Beaucoup de choses m'intéressent dans la vie, donc j'ai un peu divagué sur plein de sports différents en fonction de mes intérêts. Par contre, il y a quelque chose que j'ai poursuivi d'à peu près 6-7 ans jusqu'à 17 ans, on va dire, jusqu'à ce que je rentre en école d'ingénieur et là, j'ai plus le temps et la possibilité de le faire, c'est, le chant. Mmh. J'ai intégré, en fait un chœur, Ouais. de garçons. À l'époque, ça se faisait. Ça ne se fait plus, je pense, mais à l'époque, c'était un chœur de garçons. Mais c'était un chœur, d'assez bon niveau, d'un niveau presque, qu'on pourrait dire international aujourd'hui, avec une très grosse rigueur. C'était, entre 6 et 10-11 heures de répétition par semaine. Ouais, quand même. Et des tournées, donc à chaque vacances, quasiment, j'étais hors de la maison avec mon cœur pour aller soit en France, soit dans un pays étranger. Ça m'a permis, à moindre frais, puisque mes parents n'avaient pas du tout les moyens de faire ça, mais de voyager aussi assez jeune. Et c'est une école aussi, pareil, de la rigueur, une école du travail en équipe. Parce qu'il faut accorder 60 personnes pour Ouais. qu'elles fassent quelque chose de qualité. Et pour arriver à un niveau de qualité, enfin euh, quasiment professionnel, ça demande énormément de répétitions, énormément d'écoute, énormément de synchronisation entre toutes ces personnes qui ont la même passion, le même but. Et voilà, c'était une expérience incroyable qui peut paraître un tout petit peu désuète, mais en fait qui était fantastique. J'ai touché tous les répertoires du classique, du profane. Ça m'a permis aussi, voilà, maintenant ce lien musical me suit c'était une belle école aussi à la fois de rigueur. Oui. C'est ce que j'aime bien dans la vie, c'est-à-dire que c'est bon, c'est 95% de sueur quoi à la fin, mais à la fin c'est un plaisir fou parce que quand
enfin moi j'ai eu la chance de chanter face à des publics de 1000, 2000 personnes dans des salles magnifiques. C'est un sentiment qui reste quand même incroyable d'arriver à cette œuvre, enfin c'est une sorte de petit accomplissement à chaque Ouais, fois. c'est une satisfaction, quoi. Voilà. Satisfaction, accomplissement. Non, mais c'est important parce que c'est toujours des choses après qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, dans la façon que tu as de manager tes équipes, de constituer, de composer tes équipes. Et que je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment innocent. Donc, on retrouve toujours des petites choses comme ça. Mais c'est toujours intéressant de faire un petit peu le feedback entre ce qu'on a pu faire à côté et qui derrière a pu participer ou a été un peu game changer sur la façon dont on conduit une entreprise et participe à son succès, à son développement, à son succès. Si on revient sur ton parcours après professionnel, quand tu as quitté ton école d'ingénieur, quelles étaient tes premières expériences? Tu t'es lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat? Tu avais une volonté farouche de prendre ta liberté? Tu as voulu plutôt expérimenter, en tant que salarié? Enfin, comment s'est passé un peu les premières années qui t'ont amené ensuite à considérer, l'entrepreneuriat? Alors j'avais une volonté d'entrepreneuriat, je pense assez forte, mais je ne savais pas forcément l'exprimer ou savoir exactement ce que ça voulait dire en fait de créer une société à l'époque. Donc j'ai un peu pris les opportunités au fur et à mesure. Quand j'ai fini mon école, en fait, on finit avec un stage qu'on Ouais, appelle ingénieur, un stage de fin d'études qui dure en général de 4 à 6 mois. ouais. Et je me suis dit, est-ce que je vais aller le faire dans une grosse société comme, enfin, Le parcours classique, il faut quoi, le imaginer hein, qu'en 2004-2005, c'était pas du tout les startups qui ouais, étaient à la mode. Hein, c'était mmh, plutôt aller dans un grand groupe. Donc la plupart de mes amis sont allés chez des Renault, Thales, etc. Donc là, c'était un peu la course à comment je vais faire mon stage dans la plus belle boîte pour derrière avoir démarré ma carrière. J'avais pas trop cette optique-là. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment l'engineering software. J'ai fait ma dernière année d'études aussi au Canada, qui m'a permis aussi de toucher un peu le côté nord-américain avec des gens qui venaient des US de tous horizons et de voir aussi ce qui se passait côté software engineering de ce côté de l'Atlantique, qui était en fait assez en avance, assez différent de ce qui se passait en Europe. ouais. Euh, j'ai travaillé sur la réalité virtuelle à l'époque. Alors maintenant, c'est un gros truc, même Apple qui sort son casque, mais à l'époque, c'était assez niche. Et j'ai eu la chance d'avoir un laboratoire quasiment pour, allez, on va dire une dizaine de personnes sur ce sujet-là pendant ma dernière année d'études et j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Je me suis dit, tiens, je vais m'orienter vers le jeu vidéo parce que je travaillais à Montréal, donc Montréal, il y a Oui, Ubisoft et c'était un peu là c'est un aussi peu la voie capitale. naturelle. Ouais. La plupart de mes professeurs aussi venaient de là, donc voilà, c'était assez naturel. Et finalement, j'ai voulu revenir en Europe. Et ma passion à l'époque, c'était le développement, mais le développement sur Macintosh. Mmh. J'avais un Mac, et donc assez naturellement, je suivais ce qui se passait dans l'écosystème Mac. Il faut aussi recomprendre, se resituer 2003-2004. L'environnement Mac, c'est pas du tout l'environnement Ouais, ouais, d'aujourd'hui. c'était un peu C'était le extrêmement niche. ouais, c'était un peu le retour. Enfin, ils essayaient de revenir sur le domaine des PC. Il n'y avait pas encore l'iPhone, il n'y avait pas Il n'y avait encore, pas du tout encore moins l'iPhone. Ils l'iPad. essayaient, voilà, l'iMac était sorti il y avait quelques années quand même. Ils étaient sur les premières itérations. On avait aussi des superbes, pour le coup, c'est pour ça que j'en avais un d'ailleurs. Hein. C'était vraiment des magnifiques machines portables, Ouais. PowerBook et tout, qui étaient top. Et j'ai commencé à développer assez naturellement parce que je faisais mes petits trucs, je m'amusais sur le côté. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas chercher finalement un job là-dedans. J'ai regardé un peu aux US et par hasard, je suis tombé sur une annonce en France. Et cette annonce, elle a vraiment, c'était un coup de bol énorme. C'était la SNCF qui l'a publiée. Bon, D'accord. pourquoi pas. Et en gros, c'était l'annonce, c'était on cherche un spécialiste du développement Mac en stage pour faire un logiciel. Donc, j'ai postulé là. Et je trouve qu'en fait, à l'époque, c'était Pascal Cagny qui était Oui. qui manageait la partie IMIA d'Apple, qui avait demandé à Louis Gallois, qui était le président de la SNCF, s'il ne pouvait pas avoir le logiciel d'horaire Mac, d'horaire SNCF sur son Mac. À l'époque, alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, enfin, il n'y avait pas Internet mobile, on va dire. Mmh. Et donc, pour avoir les horaires sur son de train, il fallait avoir un logiciel qui était extrêmement puissant, hein, qui était vraiment efficace, qu'on installait, qu'on achetait en CD à la gare. On a oublié toute cette époque. On l'achetait en CD à la gare, ça coûtait 12 euros. On le mettait dans son ordinateur, ça durait 6 mois. On avait les horaires pendant 6 mois. Et du coup, pas besoin d'Internet puisque toutes les horaires étaient sur ce CD. Ça n'existait que sur PC. Donc,
l'époque, Pascal Cani m'a demandé est-ce que tu veux pas me mettre un stagiaire là vite fait et puis on se fait ça en 6 mois, je te fournis une machine. Voilà. Et donc j'étais ce stagiaire qui a fait ce logiciel. Personne ne comprenait ce que je faisais. J'étais le seul à avoir un Mac à la SNCF. On m'a mis dans des bureaux à Lyon avec une équipe super. Et ils m'ont laissé carte blanche. Personne n'avait vraiment idée si j'allais y arriver. Donc je me suis vraiment défoncé sur ce Mmh. projet-là. J'ai vraiment travaillé nuit et jour à apprendre en fait plein de choses sur ce qu'était le logiciel finalement. Dans la vraie vie, quoi. Et à un moment, on va bidouiller, c'est marrant, mais le Ouais, faire en là, vrai, faut faire tourner un truc. faire tourner un truc, Toutes les contraintes potentiellement. techniques, faut que ça Voilà, tourne sur n'importe quelle machine. exactement. Il faut pas qu'il y ait de bugs et que ça s'affiche Voilà. et que Et les qu'en horaires soient plus, bons. je m'étais mis on va dire mes propres niveaux en plus d'exigence en termes de produits que j'avais à l'époque, parce que c'était une époque en fait où il y avait beaucoup de logiciels Mac qui étaient faits par des indépendants. Mmh. C'était vraiment niche le Mac à l'époque, donc c'est beaucoup de petites structures, un, deux devs qui faisaient des logiciels, mais ils étaient d'une qualité mais extraordinaire. Et c'est vraiment des gens qui avaient une passion produit, une passion du détail. Et je suis vraiment rentré là-dedans parce que voilà, j'avais cette même passion finalement. Et donc, faire un logiciel, si c'était pour faire la même chose que sur PC, un vieux truc avec des boutons moches, là, c'est pas la peine. Donc, je voulais faire vraiment un super logiciel. Donc, j'ai vraiment pris cette opportunité à bras le corps. Et je me suis pas posé de questions, quoi. Je suis allé vraiment au bout du truc. Et en 5 mois, j'ai fait ce logiciel. J'en ai profité pour améliorer le cœur du logiciel qui était fait par la SNCF aussi pour faire les itinéraires. Voilà, je suis vraiment allé au bout du truc. Et je suis revenu 5 mois après avec ce logiciel-là auprès des équipes Apple qui m'attendaient pas du tout. Ouais. On s'était dit, bon, on fait ce truc, mais... ils voient un logiciel qui marche et qui est en plus hyper efficace, hyper fonctionnel et beau. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc l'équipe Apple m'a présenté mon premier employeur, qui est une boîte que personne connaît trop maintenant, mais qui était assez connue à l'époque, qui s'appelle 4D. D'accord. Qui édite un logiciel qui s'appelle Quatrième Dimension, qui est une base de données grand public avec une partie logicielle qui permet de faire des logiciels. Et en fait, énormément de banques, énormément de, de, de boîtes utilisaient une sorte de... ça permettait vraiment de construire des petits logiciels, quoi. Comme on va l'utiliser aujourd'hui, Notion ou d'autres structures comme ça, là, c'était un logiciel qui permettait de créer d'autres logiciels, donc assez facilement. On pouvait coder en langage assez naturel, on pouvait même coder en français à l'époque, ce qui était un truc important, en fait, à l'époque. Euh, je suis rentré là-dedans, voilà. Et finalement, ça m'a formé à plein de choses, ça m'a formé à comprendre ce qu'était une entreprise. Je pense aussi que c'est important, c'est-à-dire c'est bien de se dire je suis entrepreneur, je veux tout le temps je veux créer mon entreprise, mais avoir un peu de contexte, savoir d'où on vient, savoir ce qu'est une entreprise, comment elle fonctionne en vrai. 4D, c'est une boîte qui existe depuis 1981 de mémoire. Bon, bah, elle a toute son historique, ce qui est voilà. Les process, la mise à jour, la formation continue, les équipes, etc. Tu bénéficies de tout ça, quoi. Voilà, tu bénéficies de comprendre en fait comment on fait un logiciel, comment on l'édite, comment on le vend, comment ça marche. En fait, il y a du marketing qui existe. C'est pas juste je crée, moi je suis un indépendant, je crée mon petit logiciel et je le lance. Mm. C'est beaucoup plus que ça. Il y a du support client, il y a des événements avec les clients, il y a des retours, il y a un backlog qui date de 1981 aussi. Il y a toute une équipe de QA. Ça, je n'avais pas, moi, je savais pas ce que c'était. Il y a tout un process pour de qualité pour produire le logiciel. C'est un logiciel qui marchait sur Mac et PC à l'époque. Il faut maintenir les deux plateformes, avec tous les problèmes qu'il y avait sur les PC à l'époque, les Windows pas stables, etc. etc. quoi. Exactement. Puis les Mac pas stables aussi. Enfin, ça marchait sur macOS 9. Enfin, il y a plein. Et je pense que ça, c'est assez. Ça m'a apporté en fait aussi énormément de pas me lancer forcément directement dans l'entrepreneuriat Mm. et de comprendre comment une entreprise finalement assez classique, rentable, je pense, jour 1, Ouais. qui n'avait pas levé de fonds, fonctionnait et fonctionnait encore bien 20 ans après, avec toujours son fondateur à sa tête et une équipe de dev qui savait quand même ce qu'elle faisait. Donc c'était assez intéressant. Ouais. Et donc, de cette période, de cette première expérience qui était donc un stage, ça s'est prolongé après par une embauche où tu as été sur des projets. Enfin, comment ça s'est passé ensuite jusqu'à avoir l'idée de switcher sur le lancement de Capitaine Train? Parce qu'on voit qu'il y a certainement
une forme d'incubation de par ce Mmh. stage, puisque on expliquera après ce que faisait Capitaine Train, mais qui avait un lien fort avec ce que tu viens de décrire. Ouais. Et donc, comment s'est passée la transition entre cette première expérience professionnelle de stage de fin d'études à ton premier job et puis ensuite Capitaine Train? À l'époque, donc je suis resté 2 ans, chez 4D. J'ai appris plein de choses, avec une équipe aussi qui est très, 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 très bien. Mais à un moment, j'étais, un peu frustré par le fait qu'on était sur 2 plateformes, qu'on se traînait quand même le poids de l'histoire, que je pouvais pas faire exactement, ce que je voulais en termes de produits, de qualité, d'interface, de plein de choses. Donc je me suis dit, «Je maîtrise les technologies Macintosh». Là, on est en 2006 à peu près. Je maîtrise les technologies Macintosh. Qui maîtrise les technologies Macintosh en France? Honnêtement, à l'époque, alors il y avait, 2 technologies en fait à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle Carbone et Cocoa. Bon, donc les nouvelles technologies, que les nouveaux connaissent, qui étaient basées sur Objective-C. Maintenant, on est passé à Swift. Bon, ça, je rentre dans la technique, mais en gros, Ouais. il y a une sorte de bascule vers une nouvelle technologie. Et on devait être 10 en France, franchement, à tout casser, à comprendre, à faire ça. Mhm. Donc j'aime bien cette situation-là où, on n'a pas beaucoup de concurrence. Finalement, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais commencer à me lancer, tout seul, en freelance». C'était une époque où certaines lois étaient passées aussi qui facilitaient la création d'entreprises, Et donc pour quelqu'un, auto-entrepreneur avec c'était voilà. Sarkozy qui avait lancé ça. C'est ça, exactement, et ça facilitait quand même, beaucoup les choses. Donc c'est le début du mouvement un peu freelance. Mhm. Et je me suis lancé là-dedans et je me suis dit: «Tiens, bah, je vais juste proposer mes services, à qui veut». J'avais la chance d'avoir une connexion avec Apple puisque depuis, j'avais pas quitté la maintenance du logiciel. Je l'ai maintenu gratuitement pour la SNCF pendant au moins 2-3 ans, y compris la base de données. Et j'avais cette connexion avec Apple qui pouvait forcément m'amener du coup eux, ils avaient ces Des opportunités, problématiques, quoi. voilà. Et donc assez naturellement, j'ai commencé à faire ça, prendre des contrats, être freelance, commencer à comprendre aussi ce que ça veut dire de vendre, ce que ça veut dire d'avoir un client. Petit à petit, j'ai eu beaucoup de clients. Donc c'était top. Je pouvais aussi, facturer de plus en plus cher, la journée, bien gagner ma vie, jusqu'au jour où un client, m'a été amené, qui s'appelait Wizgo et qui est, ce que peu de personnes, se rappellent parce que ça n'a pas duré longtemps, mais qui est en gros l'équivalent de Molotov, Oui. mais qui est créé en 2007 par 2 fondateurs, et qui avaient besoin de services, qui étaient passionnés de Mac. Et eux, ils étaient vraiment passionnés par Steve Jobs, Macintosh. Moi, j'aime beaucoup cet univers, mais je suis pas forcément Ouais. un fan, ce qu'on appelle un Mac fan, même si je connais bien l'univers. Eux étaient vraiment Mac fans et donc ils s'étaient dit, on fait le dev, sur Mac. Je pense que ça n'avait aucune, enfin, c'est pas d'autre logique que ça. Et j'ai commencé à développer pour eux, toute la chaîne, back office en fait, hein, tout ce qui se passait dans l'enregistrement. D'accord. Donc, je suis allé me prendre, toutes les normes je suis allé m'acheter ma petite antenne, me taper toutes les normes TNT, à l'époque, de ce qu'était du MPEG-2, blablabla, comment j'allais récupérer le signal, de l'antenne jusqu'à, en faire, des petites vidéos, bien coupées, et cetera. Donc je me suis bien amusé. Et on a lancé Wizgo à l'époque et ça, c'était vraiment ma première. C'est là que j'ai découvert l'univers startup. Je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot startup. Là, j'ai vraiment découvert l'univers startup parce qu'on a été financé par un fonds, qui s'appelait Innovacom à l'époque, Oui, qui était le euh, fonds de France Télécom. qui était le fonds France Télécom, exactement, qui a pris un risque énorme avec cette aventure parce qu'il savait très bien que juridiquement, Ouais, c'était borderline. c'était borderline. Grosso modo, si on explique, hein, tu fais un peu l'Apple TV en récupérant des flux de streaming hertzien, enfin l'émission de TF1, de France Télévisions par exemple. Tu captes en code et tu permets aux gens de l'avoir sur leur Mac à l'époque ou sur leur PC. Et en fait, grosso modo, c'est un exercice un peu illégal puisque tu n'as pas le droit d'utiliser les fréquences par rapport aux propriétaires sans leur accord. Et il y a plusieurs services qui se sont lancés à cette époque-là en disant c'est super cool, on a envie d'avoir à la télé sur son ordinateur. Et en fait, on n'a pas tant le droit que ça. Et il y a une question de fréquence, d'utilisation, de récupération, de partage, de revenus publicitaires, d'affichage, etc. Et donc, c'est un petit peu limite. Ouais. Donc, d'où le côté borderline et le risque à prendre. Et si en même temps, en prenant des risques, on arrive à faire changer la façon de consommer certains services.
et qui donne aujourd'hui naissance à des Netflix, à des Deezer, etc., etc., quoi. C'est ça, ce qui était, illégal à l'époque est devenu légal, hein. Oui, Molotov, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait, hein. oui, mais C'est ça juste permet que de ça a été faire encadré bouger par les la lignes, loi quoi, voilà. Ça, et eux sont partis avant ça, c'est-à-dire, sont partis avant que la loi suer les soit plates, quoi. soit modifiée, en se basant sur une lecture de la copie privée, hein, qui est de dire il y a quand même beaucoup de lois sur la copie privée. On a le droit de faire des copies, privées, de choses, de CD, de choses. C'est vraiment encadré par la loi. Ça existe, on paye même une taxe pour ça, maintenant. Et à l'époque, le raisonnement était assez simple, hein, était de dire, bon alors après, il s'est révélé faux parce qu'ils ont vraiment perdu sur le fond, Oui. mais était de dire, bah, je fais une copie privée moi, et c'est vrai que moi, même au niveau back office, je faisais vraiment des copies privées dédiées à chaque client, et au lieu d'avoir un magnétoscope chez moi, parce qu'à l'époque on avait encore ça, j'ai juste mon magnétoscope en ligne et ça change rien. Je peux faire Et, mes replays, je peux regarder D'accord. Et même si on va un peu plus loin dans le truc là, dans ce truc-là, c'est ce que permettaient les box aussi à Oui, l'époque, chez soi, sauf que la box ne nous appartient pas non plus. Donc, oui, concrètement, les box étaient plus ou moins aussi, je pense, borderline à l'époque. oui. Mais bon, bref, et donc j'ai vécu une fusée. Là, j'ai vraiment vécu une fusée. C'est-à-dire que on a créé tout ça. Pareil, j'ai vraiment bossé beaucoup, beaucoup sur ce projet. J'ai aussi recruté des gens. J'ai participé. Tout le monde faisait tout. Il y avait bien sûr deux chefs, mais tout le monde faisait tout. Et s'il fallait vider les poubelles, on vidait les poubelles. S'il fallait à 2 heures du matin aller réparer un serveur directement dans le data center, on le faisait. Enfin, il y avait pas de limite, on faisait vraiment tout. Vous étiez tous en freelance à l'époque, c'était un peu Non, et du l'effervescence à coup, ils m'ont table. recruté, ouais. Du Donc coup, là, donc là ouais, t'es passé t'as abandonné ton job de ouais, freelance et t'as basculé dans la startup, mais en tant que salarié. exactement. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, on a lancé. Et là, vraiment, on a appuyé sur le bouton vert. Et là, ça n'a jamais arrêté. J'ai vraiment vécu la startup qui explose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on faisait toutes les news. On était dans tous les blogs, et on est passé de 0 à 400 000 utilisateurs en moins de 6 mois. Ouais, Il c'est faut se énorme. représenter ce que c'était à l'époque. C'était C'est- vraiment énorme. Il n'y avait pas tant d'internautes que ça, hein. Et on n'arrêtait pas, quoi. On recrutait. Premier qui passait, on le recrutait. Enfin, c'était vraiment l'époque un peu, Un peu folle. un peu folle. On était tout le temps au bureau. Et j'ai vraiment vécu la fusée qui décolle, mais qui malheureusement, à un moment, quelqu'un appuie sur un bouton et qui explose en vol. Et Ouais. vraiment, du jour au lendemain, on était condamné par un juge, bon bref, parce que M6, TF1 et France Télévisions sont tombés dessus, évidemment. Le juge arrête tout en disant si vous faites une seule copie, chaque copie vous coûte 2 euros et un truc comme ça. Ouais, d'accord. Donc, Fin du game, quoi. fin du game. Ouais. Vraiment fin complet, mais du jour au lendemain. Et Ouais. on arrive le matin au bureau, il faut qu'on arrête tout et on n'a plus rien à faire. D'accord. Donc, on est passé d'une euphorie totale à rien. Ouais. Donc tu Donc, t'es pris là un gros, c'est le TGV qui à 300 se tape le mur c'est exactement ça. et plus rien. Et donc là, tu rebondis comment c'est là où tu bascules en disant j'ai ce virus de l'entrepreneuriat, j'ai touché du doigt la startup cette fois-ci. Je passe du côté freelance à Mm. je rejoins une équipe, cet hyper dynamisme qu'on connaît dans les startups et qui demande beaucoup d'engagement en contrepartie. Tu te dis là, j'ai envie de monter ma propre startup et tu bascules. Et donc, l'idée, tu reviens sur tes premiers amours sur les horaires de train et l'optimisation. Comment ça Alors en s'est fait, passé? c'est le hasard complet. Je suis pas un passionné de rail non plus. C'est le hasard complet. On n'a plus rien à faire. Mais on va quand même au bureau. Euh, Parce qu'on est quand même payé. Donc on va au bureau. Et avec les gens que j'avais recrutés, on commence à parler de choses et d'autres et tout. Il y avait des petits projets sur lesquels on travaillait un peu sur le côté. Enfin, des petites idées. Tu vois, à midi, on parle d'un truc. Parce que nous, on était vraiment des passionnés du produit. Donc nous, le moindre truc nous énervait. Euh, enfin, on était juste à la sortie de l'iPhone, on commençait à voir apparaître des produits vraiment exceptionnels dans les mains des Mm. gens, et du coup, on pouvait vraiment comparer des choses qui étaient vraiment de basse qualité à des choses de très très bonne qualité. Donc, nous, tu es vraiment à fond dans ces questions du produit. Et dans les conversations du midi, souvent revenait voyagesncf.com, qui à l'époque était un peu la bête noire de tout le monde, parce Oui, que tout le monde était obligé de l'utiliser euh, pour acheter ses billets de train, et c'était un enfer, quoi. c'est Il un y avait, enfer. il y avait des jours de panne. Il faut se Oui, rappeler de oui, ce que non, mais c'était horrible. C'était vraiment. effectivement, on oublie, mais pour prendre ses billets, ses cartes,
ça affichait pas toujours les bons horaires, Ouais. et des billets qui étaient annulés. Il y avait, enfin bref, Ça c'était, pouvait cracher d'un instant à l'autre. alors, il faut peut-être aussi préciser que ça reste un des premiers sites, médias, hein, ouais, enfin, aujourd'hui, c'est Oui SNCF, mais ça fait partie des deux trois premiers sites en termes d'audience quotidienne. Je crois que Parce c'était le que premier même, hein, à l'époque, hein. c'était même Mmh. joué effectivement, c'était pas le deuxième, c'était devait être le premier. Et ben, on imagine bien ce que ça demande en termes d'infrastructure, parce que bon, tout le monde va sur les sites internet, mais on se rend pas compte que quand on est un Ah oui. million par jour à attaquer un site Mmh. internet, derrière, il faut qu'il y ait une infrastructure qui tienne. Et donc forcément, il y a des loupés parce qu'entre l'interface, les bases de données, les validations, les systèmes de paiement, enfin, on oublie tout le branchage de tuyaux qu'il y a derrière, mais qui font qu'à chaque fois qu'on passe une étape, ben, et on en perd un peu en route, et ça crée des insatisfactions, des doublons, des doubles réservations, enfin bref, tous les sujets. Et je me souviens même qu'à cette époque-là, vous aviez même réussi, à faire du reverse engineering sur les bases de données et à trouver des horaires ou des billets que même ouais, SNCF n'arrivait pas à afficher. Enfin bon, après, c'est toute une aventure Capitaine Train. Mais une façon de repenser le parcours d'achat d'un billet, Ouais. l'information liée à un voyage, et toutes les combinaisons que tu pouvais faire pour voyager, pour pouvoir déjà voyager Mmh. et ensuite voyager au meilleur prix, dans les meilleures conditions, etc. etc. Ouais, il y avait 2 choses qui desservaient à l'époque et c'est ça aussi, c'est je pense une leçon, côté business, c'est de savoir aussi, je pense rester, focus pour, servir ses clients. C'est 2 choses qui les desservaient. D'une part, c'était une filiale, qui avait à trouver ses propres ressources. Ce n'était pas SNCF, c'était vraiment Ouais. voyagesncf.com qui était une filiale qui devait trouver ses propres ressources, et donc qui avait dû créer un accord avec, Egencia pour vendre d'autres choses parce que les billets de train leur rapportaient rien. La maison mère leur redonnait rien là-dessus. Du coup, bah, il fallait trouver d'autres choses. Donc, le train représentait toujours 95 de ce qu'il faisait, mais ça représentait 5 sur l'interface. Tout le reste, c'était des pubs de taxis, de trucs, Oui. de voyages à l'autre bout du monde, parce que c'était là qu'ils gagnaient de l'argent, quoi. Donc il fallait, Ouais, c'est pousser la ça. Donc, partie régie publicitaire, quoi. voilà. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait condamner parce que toutes les agences de voyage disaient: «Bah, nous, on peut pas profiter de ça. Vous gardez un monopole», voilà. Et l'autre chose, c'est qu'ils étaient encore en concurrence, à l'époque, côté, SNCF, internet était en concurrence avec le Minitel. Le Minitel représentait une part non négligeable encore des achats, Ouais. et donc il y avait toujours, ce Ouais, côté ça paraît dingue. Minitel, que moi j'avais touché du doigt d'ailleurs pendant mon stage parce que la personne à côté de moi était, vraiment la personne en charge du Minitel. Donc j'étais allé dans les infrastructures et tout, bref, j'étais allé dans les data centers Minitel et réparer le Minitel, c'était quelque chose qui se faisait encore à l'époque. Voilà, donc en gros défocus quoi. C'est-à-dire que l'objectif est pas clair et en plus, on est en concurrence, côté maison mère avec un autre produit. Donc ça les servait pas énormément. Mmh. Maintenant, le fait est que c'était quand même un produit de très, très, très mauvaise qualité et donc on se disait: «Bah, on doit pouvoir faire mieux». On a commencé à hacker un petit truc. C'est-à-dire j'avais, un de mes cofondateurs qui avait commencé à créer une interface en se disant: «Bah, moi je vais cacher en fait Voyage SNCF avec les technologies web. Je vais me mettre une interface et puis comme ça on verra plus, ce truc en dessous là» et voilà. On a commencé à hacker un petit truc et au final, le 5 février 2009, donc Wizzgo s'est arrêté fin 2008. 5 février 2009, l'autorité de la concurrence, après 7 ans de procédure, condamne la SNCF et oblige la SNCF à ouvrir à la concurrence le billet de train. Donc nous, on travaillait sur un truc, on savait même pas que c'était pas possible de le faire. On s'est dit, mais là, tout le monde va y aller, c'est pas possible. Tout le monde détestait Voyage SNCF, alors qu'en fait, nous, on était peut-être les seuls à les détester. Ouais, Enfin, on déteste pas les gens de Voyage SNCF, on déteste l'interface, c'est autre chose. ouais. Et on se disait, bah, tout le monde va y aller, c'est obligé, c'est bien sûr que tout le monde va y aller. Donc on s'est mis à travailler là-dessus comme des fous, en se disant, il va y avoir vraiment 100 concurrents, quoi. On avait complètement tort. Mais ça nous a aussi motivés en nous disant, il faut qu'on aille le plus vite possible sur ce marché-là. Il faut qu'on soit les premiers à avoir les contrats, il faut qu'on soit les premiers à sortir un produit. Et ça aussi, ça nous a motivés. Au final, personne n'y allait. Il y a 3 agences de voyage qui ont dû y aller, mais qui ont dû vendre 100 tickets en tout, Mmh. à l'époque, hein. Et c'est comme ça que s'est créé Captain Train, à l'époque. On a commencé à trouver un nom, à créer une société. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. C'était pas un côté, je suis entrepreneur, donc je dois créer une boîte, donc il me faut une idée. Oui. C'est plutôt, très naturellement, en fait, on a juste travaillé un truc sur lequel on aimait travailler, ou contre quelqu'un, ou une interface qu'on n'aimait pas, enfin, peu importe comment on le voit. Mais c'était hyper naturel, il n'y avait pas de côté, je vais créer une start-up, puisqu'à l'époque, c'était pas un truc, Ouais. en fait. Et c'était complètement naturel, quoi. Il y avait pas de
C'était des donc marques. suite à une insatisfaction, souvent comme ça, hein, que se créent Ouais. des produits, hein, une insatisfaction, naît d'un service ou d'un produit. Puis on se dit: «Tiens, je vais essayer de faire le produit ou le service comme j'aimerais l'avoir» et puis derrière on déroule et puis, ça donne une boîte et puis ça plaît et puis il y a un engouement et puis de fil en aiguille, on arrive à monter Mmh, quelque chose. Toi donc tes cofondateurs, tu les as rencontrés chez Wizgo. oui. Je Vous les ai même bossiez embauchés tu chez les as même Wizgo. embauchés, d'accord. Donc vous avez monté Captain Train à combien au final? 3. 3 3. personnes et très vite, une personne nous a rejoint notre entourage. D'accord. Là, un point important, quand tu crées cette société, vous faites quoi? Vous dites, «On est aussi importants les uns que les autres, on fait Ouais. un tiers, on monte la boîte comme ça et on se pose pas de questions». On se dit que Oui. c'est voilà, tu montes comme ça. Derrière, très vite, donc tu es sur une application, vous pas de manière très concrète, vous mettez combien grosso modo pour monter une société? C'est-à-dire, vous dites, «Tiens, la société, on peut créer une société avec 1 €» ou vous dites: «Attends, faut qu'on puisse se projeter pendant X mois, donc il faut qu'on amène, je sais pas 10 000, 15 000 chacun et puis après on verra où c'est que ça nous mène». Comment s'est passée cette genèse? Comment vous l'avez, pensée? Comment vous l'avez, créée en fait? Alors, Wizgo, ça a été un peu notre malheur, mais ça a été aussi un peu notre bonheur parce que, on a eu droit du coup, au chômage, D'accord. tous les 3. Donc ce qui nous a permis de nous projeter sur 2 ans. À l'époque, c'était ça, aucune idée des règles aujourd'hui, mais ça doit être à peu près ça encore. On avait, je sais plus 70 de notre salaire, un truc comme ça pendant 2 ans, donc ça permet quand même pas mal de se projeter. On a créé la boîte, je me souviens exactement, avec 10 000 € chacun. Mmh. C'était un peu notre pécule, quoi. Il y avait vraiment on n'avait pas grand chose de plus, mais on s'est dit, voilà, on marque le coup, on aura quelques dépenses, donc il faut qu'on mette une petite somme et pas juste 1 €. Il faut Oui. qu'on soit un peu plus crédible que ça. Voilà, c'est le projet auquel on croit. Donc à l'époque, on avait mis 10 000 € chacun. Et très vite, très 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 vite, on a dû, en fait, on s'est rendu compte que pour vendre des billets de train, la SNCF nous obligeait à devenir une agence de voyage. C'était pas une obligation légale, parce que Mmh. bien sûr, on est allé regarder la loi là-dessus, mais c'était leur process. Il D'accord. y avait que les agences de voyage, en gros, qui vendaient des billets de train. Et donc, il fallait devenir une agence de voyage. Et donc, il fallait avoir une garantie financière de 100 000 €. Ah oui. Donc, Oui, c'est jour une 1, contrainte, ouais, c'est réglementé donc c'est réglementé. Voilà, c'est c'est une un contrainte, ouais, métier, c'est c'est une une contrainte. industrie qui a eu aussi beaucoup d'arnaques dans les années notamment 70-80, donc qui s'est régulée au fur et à mesure. Et donc, on protège le client en demandant à chaque agence de voyage d'avoir une garantie financière qui est proportionnelle à ses ventes. D'accord. Histoire que si jamais vous envoyez quelqu'un à l'autre bout du monde, l'État français n'est pas à payer pour les ramener si vous faites faillite. Il y a bien une somme qui est Mmh. séquestrée pour ça. Et donc, le minimum, c'est 100 000 €. Voilà. Donc, il nous a fallu trouver 100 000 € directement. Donc, on a eu la chance d'avoir dans notre entourage surtout d'un de mes cofondateurs, une personne qui a joué le rôle de business angel et qui a injecté 100 000 € pour qu'on puisse le faire. En plus de vos 30 000, donc vous êtes retrouvé Voilà. à 130 Donc 000 € très très vite, rapidement, voilà, quoi. voilà, on a dû lever des fonds en fait assez vite Mmh. pour ça, vraiment dans D'accord, cet objectif. Donc vraiment dans l'objectif de ne pas utiliser cet argent. C'est-à-dire, on d'accord. prenait l'argent, on le mettait dans un compte et fin Tu te dis, d'histoire. voilà, fallait checkbox, Voilà, on a coché la case, c'est ça, c'est bon, on passe. Donc là, tu exactement. démarres. Voilà. Là, grosso modo, ça vous permettait de tenir, combien de temps? Parce que là, vous aviez pas encore l'application, vous vous êtes dit: «Bon, on a une idée à peu près assez claire de ce qu'on veut comme produit, comme service». Certaines choses étaient déjà développées. Donc grosso modo, combien de temps il vous a fallu pour lancer une V1, commercialisable, affichable, pour que, le commun des mortels puisse, passer une commande d'un billet? Vous l'aviez déjà un peu en tête? Vous saviez, à peu près le timing nécessaire, le nombre de développeurs, parce que bon, là, on parle d'un Non, on site était. internet, hein, on parle pas d'ouvrir une boutique, et cetera et Oui, cetera. à l'époque on parlait pas d'app, Mmh. on parlait que de site internet. Avec des technologies web qui commençaient à quand même pas mal changer. On avait notamment du Ruby on Rails Oui. qui était arrivé, donc des choses qui permettaient d'accéder un peu plus facilement à des patterns plus simples en termes de développement. Mais ça restait quand même un peu expérimental encore à l'époque. Et du coup, alors, il faut remettre le contexte aussi. On est 3 fondateurs, mais aussi 3 ingénieurs. Donc, Mmh. donc 2 software engineers et un plutôt côté machine. Donc, ça nous a permis quand même de tout faire nous-mêmes Mmh. et de pas avoir à payer une autre personne en fait pour développer. Donc, on a vraiment tout développé nous-mêmes, ce qui nous permettait de tenir un temps indéfini en fait. D'accord. Concrètement, à part le loyer, on a trouvé un local à Massy-Palaiseau. Mmh. Voilà, et on avait des modes de vie qui permettaient Voilà, j'avais quand même un de mes associés qui était parent, mais
on n'avait pas beaucoup de besoins au Mmh. final. Donc on pouvait tenir vraiment, vraiment très, 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 très longtemps. Évidemment, comme tout le monde, on s'est dit, ça va nous mettre 2 mois et puis ça nous a mis, 6 fois plus de temps. Enfin Mmh. voilà, on a pris toutes nos premières claques, toutes nos premières leçons, en faisant, en testant et en faisant nous-mêmes et en faisant nos propres bêtises. Hem ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis on a développé le produit finalement assez vite, mais on a galéré pour avoir le contrat, avec la SNCF. Et finalement, on a plus que lancé. Alors, ma mémoire commence à pu être bonne sur vraiment les timings, mais que ça commence à remonter. Mais en 2011, on a pu commencer à vendre nos premiers billets. Donc, il Donc s'est passé quand même un petit peu de temps. ouais, donc 1 an et demi, 2 ans, quoi, 1 an et grosso demi, modo. 2 ans, voilà, le temps de, le Donc temps de. temps de développement, le temps d'avoir les accords, le temps d'avoir ta licence, agence, Ouais. tout ça et là, tu peux lancer le site et là, à partir je crois que ta première levée de fonds, tu l'as fait en 2012. Oui. Heu, Comment s'est passé pour toi ce déclic? Tu t'es dit à un moment: «Bah, notre business model va pas nous permettre» parce que bon, faut expliquer quand même quand tu vends des billets, tu empoches qu'une toute petite partie. C'est un C'est très tout bas, petit ouais. pour c'est un 2-3 Mm. enfin c'est Encore, c'était plus élevé à l'époque, mais c'est vraiment quelques pourcents. ouais, Ouais. c'est quelques pourcents, donc sur chaque billet vendu. Mm. Donc, autant dire que pour commencer à gagner et de quoi assumer une entreprise, il faut en vendre des millions, hein, Oui, tous les jours. oui, Donc toi, tu t'es dit quoi? Vous l'aviez anticipé ce point-là? Vous êtes pas du retrouvé tout. en se disant, tu t'es dit: «Oui, c'est bon, ça va être un succès, on va être autonome très vite, génial». Comment ça s'est Ouais. passé cette, démarche de levée de fonds et bah, se rendre un peu à cette évidence que ça allait pas suffire à l'autofinancement et comment vous l'avez appréhendé quoi cette période? On était assez naïf sur la question, mais encore une fois, c'est bien parce qu'on a pu faire nos armes, on a pu faire toutes nos erreurs finalement à cette époque-là. Et on se disait, on était vraiment dans un mode, bon, au pire, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mmh. Et je pense que ça aussi, ça compte. C'est-à-dire que, bon, au pire quoi? Au pire, on arrête, au pire, on met en Mmh. pause. Et pas vraiment on savait toujours qu'on allait revenir sur nos pattes à un moment et puis pouvoir faire autre chose. Et au pire, quoi, on n'est plus un peu notre propre entreprise, on prend un autre métier, mais c'est Ouais. pas grave. Donc il y avait vraiment cette logique de c'est pas grave. Ce qui nous a permis aussi de prendre le maximum de risques, je pense, sans le savoir en fait. Et à l'époque, on a commencé à vendre nos premiers billets. On voyait que ça décollait. On commençait à faire nos premières projections financières, qui étaient bien sûr complètement déraisonnables, mais même en ayant des projections complètement fausses, on voyait qu'il nous manquait quand même un peu d'argent. Et c'est un ami d'un de mes associés qui connaissait, qui était déjà rentré en fait dans ce monde de start-up et des financements, et qui savait en fait qu'il y avait un sorte d'écosystème du financement que je ne connaissais et pas du tout. Je ne savais pas ce que voulait dire VC à l'époque. Je ne savais pas qu'il y avait des fonds d'investissement. Je ne savais pas comment ils fonctionnaient. Je savais pas. Et je connaissais vraiment absolument rien à ça. Et, euh, et du coup, cet ami-là nous a très vite conseillé d'aller voir un leveur de fonds parce que clairement, on n'y connaissait rien. Donc peut-être citer le nom de cet ami là qui vous a mis en relation, enfin qui connaissait un petit peu l'environnement? Je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais Bon, on comprend. pardon, pardon pour lui. Mais qui nous a mis en relation avec quelqu'un. Alors, je sais plus si c'était Jean de la Roche-Brochard en direct ou si c'était par, je sais plus. Bref, mais Oui, en il gros, travaillait pour une société, de conseil en investissement financier, enfin en levée de en fonds, levée de fonds, voilà. À en l'époque, ça se faisait corporate. beaucoup quand même, Voilà. beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les fonds étaient quand même un peu moins accessibles qu'à l'époque. Fallait les connaître. Ou en tout cas, moi, je les connaissais pas du tout. Ouais. Donc, leveur de fonds, ça nous paraissait bien. Et on a commencé à bosser du coup avec Jean de la Roche-Brochard, qui était leveur de fonds dans cette équipe, Mmh. qui s'est mis à se dire ouais, ce qu'ils font, c'est cool, quoi. Ce qu'ils font. Mais il n'y avait pas non plus trop d'autres logiques que ça avec lui. Par contre, il a pu nous reprendre un peu les bases, recomprendre notre business, nous dire les attendus par rapport à. Attendre les fonds, le discours à tenir, les sujets auxquels faut être sensible dans la façon Exactement. d'investir, d'avoir des retours sur investissement, de constituer tes équipes, enfin voilà, donc toute cette partie-là qui t'échappe souvent quand tu es un peu entrepreneur, mais les engagements que tu vas prendre vis-à-vis d'un tiers investisseur et sur lesquels, bah, il va falloir que tu aies une certaine sensibilité ou que tu développes une certaine sensibilité parce que sinon le match ne se fait pas, quoi. Et effectivement, donc pour revenir dans le contexte de l'époque, il y avait, très peu de fonds. Alors le VC, venture capital, venture capitaliste, capital risque en français et il y aura peut-être une dizaine de fonds, qui faisaient ça, en France, pour faire Ouais, un simple. peu plus, je pense, parce qu'on a fait beaucoup de rendez-vous.
Ouais, ouais, non, mais bon, après, il y en avait Il y beaucoup avait qui étaient des plusieurs filiales de catégories, ouais. banques, Mmh. il y avait Il y avait un peu plusieurs de tout. typologies d'acteurs, mais je dirais beaucoup moins dotés qu'aujourd'hui. Et souvent, la culture, c'était de faire du co-investissement. Souvent, Oui, pour avoir un ticket qui te permettait de faire quelque chose, il fallait que tu aies deux ou peut-être des fois trois investisseurs. Et effectivement, il y avait beaucoup d'appelés, très peu d'élus, mmh, parce que très peu de contrepartie financière. Et donc, le pouvoir est un peu dans la main des leveurs de fonds qui avaient cette capacité de dire, moi, je les connais, je sais à qui il faut parler, je sais exactement. qui va être sensible à tel type de techno, tel type de secteur, et qui a les moyens de ou pas. Et donc, il y a tout un petit savoir-faire auquel on accède dans un métier qui est à l'époque très opaque, et on ne connaît pas trop les codes. Et bah, si on se présente tout seul, bon, bah, il y a Ah, peu de c'est chances mort. Ouais. que ça marche. Ce qui est un petit peu différent aujourd'hui et ce qui est très différent sur le marché anglo-saxon, où il y a beaucoup plus de direct qui est sollicité et beaucoup plus de professionnalisme sur la part des entrepreneurs parce qu'ils sont acculturés et il y a tout ce qu'il faut d'émissions, de blogs, d'infos, de podcasts qui permet aujourd'hui de préparer sa levée de fonds et de savoir parler et comprendre les attentes d'un investisseur. Voilà, Mmh. pour remettre un petit peu de contexte. C'est Donc, ça, oui. dans ce contexte-là, Jean vous accompagne, vous conseille Mmh. et te met en relation avec des investisseurs. Et Bah, déjà, il nous remet d'équerre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de choses sur les attendus qui n'étaient pas là. Par exemple, pour la petite histoire, il nous a demandé très vite, bah, donnez-moi vos bilans, par exemple. Alors, nos bilans, en fait, ça fait pas mal de temps. Ils sont en sont où, nos bilans? En fait, on pose la question. On avait un expert comptable et en fait, on s'est rendu compte que l'expert comptable n'avait pas fait nos bilans. Et donc, ça a été un petit peu côté. Jean s'en rappelle très bien. On est allé jusqu'à vraiment dans le bureau de l'expert comptable pour qu'il nous fasse nos bilans. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas expert comptable. Enfin bref, c'était ouais, d'accord. compliqué. On s'était mis dans un truc un peu sans le faire exprès. Euh, un peu compliqué. Finalement, on a réussi à récupérer nos bilans et tout. Mais voilà, il nous a remis d'équerre. Il nous a dit à un moment, il faut que ça soit au carré direct. Parce que si on fait une levée de fonds derrière, tout va être vérifié. Donc faites attention. Et vraiment, il nous a éduqués totalement en partant de zéro à ce qu'était un investisseur, ce qu'était un pitch, quels étaient les attendus, comment on pouvait. On a refait le business plan ensemble, on a vraiment tout repris de zéro Mm. et on allait faire notre tour, vraiment, notre dossier, avec, Sous le notre bras. dossier sous le bras. Et je sais pas si Jean a encore ces fichiers de l'époque, mais dire qu'on a fait 40, 50 rendez-vous, je pense que c'est à peu près ça. D'accord. Donc ça prend beaucoup de temps. J'ai fait vraiment que ça. J'ai vu vraiment l'intégralité des fonds français à l'époque, Tier 1, Tier 2, Tier 3 et les autres. Euh, ouais, on est allé très loin pour pitcher le truc. On était dans une position finalement, finalement, c'était une approche très produit pour Mhm. nous, parce qu'on était passionnés de ça, mais pas du tout business. Ouais. Or, un fonds, surtout à l'époque en France, voulait voir d'abord du business. Nous, on était en marge négative, marge brute négative. On s'en fichait totalement si on perdait de l'argent, en fait. On Ouais. était presque plus orienté comme une startup US, mais sans le savoir, en se disant tout ce qui compte, c'est le produit, tout ce qui compte, c'est l'adhésion, tout ce qui compte, c'est la stickiness au produit, Et le etc. reste viendra Et le après reste, ça et viendra. Enfin, on imaginait en tout cas que c'est une conséquence naturelle. voilà. Voilà. Et on était vraiment dans cette logique. Et les fonds français à l'époque, pas du Pas tout, du tout. du Ouais. tout. Euh, Sachant que c'était aussi une nouvelle économie, parce qu'on se dit, oui, tiens, enfin, tu t'attaques déjà à un sujet, c'est tu vas aller sur attaquer un monopole. oui. Donc on se dit, qui va vouloir aller sur autre chose que sncf.com pour recruter, pour pardon, payer ses billets. Donc c'est déjà un sujet en soi. Et puis après, se poser la question aussi, mais qui va racheter? Parce que si SNCF a déjà voyagé à sncf.com, tu te dis, bon, bah, ils vont peut-être pas en acheter un deuxième. Et qui va vouloir bien racheter ça? Donc ça laisse aussi pour un investisseur des doutes sur bah, quelle va être la sortie envisageable de. Voilà, il y en a très peu. Donc, au-delà de se dire il y a un business model ou pas, il y a quand même, c'est vrai, pas mal d'embûches pour se dire tiens, j'y crois et je vais aller mettre un billet dans cette aventure. Quoi. Ouais, et c'est ça, mais à l'époque, nous, on comprenait pas parce que je me rappelle très bien de la question de Jean-David Chamboredon quand la première fois que je l'avais vu chez Isaïe. Chez Isaïe. Euh, c'est bien gentil votre truc, hein, mais moi, à qui je vous vends? Voilà. Et alors, la question m'avait choqué à l'époque. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Attends, c'est qui lui? Il vient d'où? Pourquoi il veut me vendre? C'est quoi son problème? Moi, je cherche un investisseur. Je cherche pas du tout à ce qu'on me revende. Et il a été hyper cru, mais c'était vrai. Cash, ouais. C'était très cash. Et à un moment, vous pouvez avoir le meilleur produit de la Terre. S'il n'y a pas d'acheteur en face, il n'y a pas de moyen, en tout cas,
de sortir un moment mon investissement, bah, j'y vais pas. Mhm. Et c'était totalement logique. Et il avait raison. C'est-à-dire que vraiment, sur le papier, qui allait nous racheter? Voyage SNCF ne pouvait pas nous racheter, évidemment, puisqu'on était Ah un oui, concurrent. concurrent. Et qu'on était la seule preuve vivante que la décision de l'autorité de la concurrence avait, avait produit un effet. Euh, et donc, oui, qui allait nous racheter? Donc, les agences de voyage, éventuellement, ou alors ce qu'on appelait à l'époque des GDS, donc des sortes Des de systèmes de systèmes de réservation réservation en ligne. en ligne. Mais bon, c'était très, très lointain, quoi. Ouais, c'est longtemps. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est un de ses grands regrets, je crois, derrière à Jean-David, puisqu'il il avait fait son petit portfolio et vous étiez, je crois, en numéro un à l'époque. Alors, je ne sais plus sinon je regardais sur leur site, mais c'était le cas. Donc, tu vois, tous ces VC, donc toi, grosso modo, ton retour sur ça, c'est tu t'es dit, tiens, ils nous comprennent pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Quels ont été les impacts sur vous, les cofondateurs, de se dire, tiens, putain, c'est quand même dur, hein, j'attaque le Mont Blanc en ballerine, face nord, et puis plutôt que de m'aider à monter, ça tire en dessous. Vous avez réagi? Est-ce qu'à un moment, tu as vu la lumière dans certains fonds qui ont compris la démarche ou qui se sont dit, pourquoi pas essayer, l'équipe a l'air d'être super, bon, allez, pourquoi pas donner sa chance, et puis on y va à plusieurs. Comment ça s'est un peu passé, cette partie-là, cette première phase, pour arriver jusqu'à cette première levée de fonds, quoi? Ouais, très honnêtement, je ne sais pas s'il y avait. Aujourd'hui, on dit toujours c'est l'équipe qui compte, c'est le Mm. produit qui compte, etc. Je pense que c'était un truc très, très US à l'époque, mais très peu français, hein. Honnêtement, je Oui, pense c'est pas qu'ils certain, oui. dans la réflexion, c'était plutôt OK, quel est ton business plan et est-ce qu'il est crédible et est-ce qu'on l'atteint et fin de l'histoire. Et donc, on a appris quand même pas mal. Du coup, au final, j'ai pu faire plein de rencontres, des gens avec qui on travaille toujours et qui ont aussi évolué, je pense, dans leur pratique de l'investissement, parce que ça a Forcément, beaucoup changé. forcément. Euh, et on a quand même eu une term sheet, mais c'était une term sheet dure. C'était une term sheet en 2 étapes. On a eu aussi beaucoup de questions du type est-ce que vraiment 3 ingénieurs à la tête de cette boîte, c'est intelligent? Mm. Clairement, vous comprenez rien au business, donc il faudrait que vous mettiez quelqu'un. Ils n'avaient pas tort, hein, Mm. il faudrait que vous mettiez quelqu'un, mais du coup, ça remet en cause tous les équilibres qu'on avait nous créés à trois. Ça nous a amené même des mini-crises compliquées parce que quand il y a un investisseur qui commence à dire ouais, mais est-ce que toi tu sers vraiment à quelque chose? Ouais. C'est compliqué. Et on a quand même eu une term sheet, mais c'était pas vraiment, c'était des conditions vraiment dures, Donc, très très très, c'est une term sheet que tu as accepté finalement ou qu'on n'a pas? pas accepté parce qu'au final, un peu par hasard, Jean a refait son fichier et puis il s'est dit tiens, c'est marrant, ils m'ont pas répondu. Quand même, je vais les relancer. Et il relance Martin Mignot, qui travaillait chez Index Ventures à Londres. Et il dit est-ce que tu as vu ce dossier? Et Martin lui répond ah, alors je veux pas euh, dire ce qu'elle a pas dit, mais en gros, je veux bien quand même les voir. Et donc, on se fait un aller-retour à Londres. Et on se dit, bon, bah, on va pitcher en anglais. Donc, déjà, la première fois qu'on pitch en anglais. Euh, et on pitch face à Index. Mais pour nous, Index, c'était un fonds comme un autre. En fait, on en avait fait 50. Je veux dire, c'était 51e, quoi. Mhm. Sauf que pour Jean, bien sûr, il savait la valeur de ce que représentait Index Venture déjà à l'époque. Bon, je pense que c'était lui le plus stressé de l'équipe. Et on va à Londres. On fait l'aller-retour vraiment dans la journée. On y va le matin. On rentre dans cette salle avec toutes ces personnes. C'était, je pense, la présentation la plus impressionnante que j'ai faite parce qu'il y avait vraiment 10 personnes, plus 2 en remote qui étaient là. Et on fait ce pitch, on présente, mais hyper rapidement. C'était la présentation la plus rapide qu'on ait faite, certainement. Euh, donc, un mode de fonctionnement clairement qui était différent des fonds qu'on avait déjà rencontrés. On pitch, ça dure 20 minutes, 25 minutes, 3 questions. Et puis ils nous disent OK, merci, merci les gars. Et ils nous mettent dans une salle et on revient vers vous. Et on a attendu 20 minutes, mais nous, pareil, pas de stress, on n'était pas du tout. C'était vraiment, on n'avait pas de stress, pas de pression. Je pense que Jean était très tendu pour le coup. Ils reviennent, ils ouvrent la porte une demi-heure après, ils disent c'est bon, on investit. T'as Attends, pas peur, d'habitude, ouais. il nous faut 2 semaines pour avoir un non. Là, il a mis 30 minutes à avoir un oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, le seul truc, c'est qu'on veut un fonds français parce qu'à l'époque, on n'avait pas de présence en France. Et donc,
Et c'est comme ça qu'on est revenu voir CMCIC à l'époque et que, Stéphane. que Stéphane avait investi chez nous. Et effectivement, beaucoup de co-investissements au final. Et ça a lancé notre premier tour de table avec un fonds vraiment très, très, très. Enfin, deux fonds de grande qualité, mais un fonds Mm. surtout international, ce qu'on n'avait pas du tout prévu à l'époque. Et ça nous a lancé comme ça. Donc, bon, voilà, on s'est vraiment. On n'a rien lâché, on va dire, mais c'est surtout Jean qui a vraiment rien lâché à l'époque. Il s'est dit, il croyait vraiment au produit, il croyait vraiment dans le fait qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Et il était lui aussi dans ce mindset, l'équipe, le produit, c'est tout ce qui compte, et le business suivra. Bien lui en a pris, parce que voilà, on a fait. C'était la première levée, mais on en a fait d'autres. À l'époque, je reprends un peu parce que j'aime bien remettre dans le contexte les trucs, parce que maintenant les gens ils lèvent 100 millions d'euros, c'est un truc normal. À l'époque, Ouais. on a levé 1,3 million, il faut se rappeler Ouais, ça. Et ça c'est... a fait un article dans les Échos. C'était un gros succès, 1,3 million, c'était un gros truc, quoi. Ouais, surtout pour ce niveau de développement, parce que, on va dire, à cette époque-là, une série A, vous étiez un peu plutôt en seed, donc Ouais. série A, on a déjà un peu de chiffre d'affaires, on a déjà un peu de feedback client marché. On Voilà. vendait déjà à l'époque. Vous en vendez un petit peu, mais ça restait, je pense, quand même encore assez Mm. discret en termes de chiffres. Et donc là, 1,3 million, c'était déjà une série A, c'était à peu près autour d'1,5 million. Donc Mm. vous avez levé quasiment les montants de l'époque d'une série A à un tour de seed, Oui. qui allait vous permettre d'aller un peu plus loin, de muscler un petit peu plus le jeu. Et donc vous aviez pris un petit peu d'avance, ce qui était assez rare, effectivement, à l'époque. Et d'autant plus rare qu'on s'attaque à SNCF et on se dit, Mm. tiens, qu'est-ce qui est assez fou pour aller mettre de l'argent dans un concurrent SNCF alors que personne ne voyait l'intérêt d'aller chercher un concurrent SNCF. Mm. Qu'est-ce que ça t'a permis derrière cette levée de fonds? Qu'est-ce que tu vois dans ces fonds qui t'ont accompagné? Quelles étaient tes attentes au-delà de te faire financer? Qu'est-ce que tu attendais de ces fonds par rapport à ton business, par rapport à ton équipe, par rapport à la façon d'aller à l'étape d'après? Est-ce que tu attendais des choses particulières ou tu t'es dit non, super, c'est comme une banque, la caisse est pleine. Bon, et super, les gars, on va pouvoir continuer, on va pouvoir aller dérouler encore un peu plus loin. Comment vous l'avez vécu cette période-là et surtout, qu'est-ce que vous en attendiez, quoi? Ça, c'est Ouais. important. Oh, ouais, je vais être très très honnête, hein, parce que c'était vraiment une époque où on était un peu tête baissée et on avait une sorte d'assurance assez totale dans ce qu'on faisait. Même si on faisait les choses pas très bien, on était sûr que on était vraiment les meilleurs. Euh, enfin, il n'y avait pas de. Comment dire? C'était. Bien, on on n'était pas dans un mode on est vraiment les meilleurs, etc. Mais c'est juste qu'on était vraiment tellement dans notre truc, qu'on était sûr qu'on avait le meilleur produit, qu'on était sûr que ça allait fonctionner. Mhm. Et c'était pas forcément le bon raisonnement, mais en tout cas, c'était vraiment notre raisonnement. Donc pour nous, avoir un fonds, c'était en mode, bah ok, il y a quelqu'un qui nous aide, mais bon, c'est normal en fait. C'est- on a le meilleur produit, on a la meilleure équipe, donc on fait des trucs vraiment de classe mondiale en termes d'engineering software, etc. Donc je vois pas pourquoi personne nous aiderait. En fait, c'est les seuls qui ont compris, mais c'est tout. Donc c'est qu'après qu'on a compris en fait qu'un fonds pouvait aussi nous apporter des choses plus que l'argent. C'est presque eux en fait qui nous ont formés à ça. Ouais. Et c'est un peu voilà, j'en rigole parce que c'est marrant a posteriori. Cette attitude nous a certainement permis de casser plein de barrières. Ouais. Mais c'est pas forcément la bonne à avoir, mais en tout cas ça nous a permis d'avancer. Et oui, ça nous a apporté. Bah, du coup, on a dû structurer des boards. Mhm. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, moi qui ai pris beaucoup ce rôle-là au fur et à mesure de. Bah, à un moment, il y a les investisseurs, il faut peut-être pas les tenir au courant une fois tous les ans, quoi. Donc, il faut peut-être en faire un peu plus. Et puis, finalement, ils ont peut-être des choses aussi à nous apporter. Donc, ils ont essayé de nous former, par exemple, au marketing. Ça, c'est un truc auquel on était complètement hermétique à l'époque. On se dit, c'est un bon produit, ça va se vendre tout seul, ok? Ouais, Pas besoin de c'est marketing. souvent la démarche ingénieur, quoi. Le Exactement. produit est excellent, de toute façon, ils aura par lui-même, quoi. Exactement. C'est complètement Donc, faux. Si vous ouais. pensez ça aujourd'hui, vraiment, sortez de là parce que c'est C'est une erreur très française, d'ailleurs, que font souvent les ingénieurs français. peut-être. C'est Oui. être convaincu de dire on a une excellence, on la met au service d'un produit Mm. et donc ça va suffire. Sauf que la personne qui est à l'autre bout du monde, elle te connaît pas, elle sait pas que tu as fait un truc génial. Donc le marketing, bah, ça sert à se faire connaître et à mettre en avant les plus de ton produit ou de ton service qui va permettre d'avoir un écho favorable et qui va faire venir les gens vers toi et qui crée cet enchaînement, cet effet boule de neige. Mais qui est souvent, en France, et surtout, moi j'ai noté en tant qu'investisseur sur les ingénieurs français, qui est souvent sous-estimé ou rabaissé ou mis au Clairement. second plan. Bah, déjà, on te l'apprend. Et voilà. On te Et, l'apprend. ouais. Pendant tes études, on te l'apprend que tu fais un bon produit, tu fais un bon produit. Et le marketing, c'est pour ceux qui font des mauvais produits. Et aussi, je pense qu'il y a un truc aussi important que j'ai appris
cours de ces 20 dernières années, finalement, d'entrepreneuriat, on a été beaucoup bercé aux livres business américains. Oui. Beaucoup de choses qui nous sont venues de là, parce qu'évidemment, ils avaient 1 à 2 générations d'avance sur nous, sur ce sujet-là. Et c'est aussi ces livres-là qui donnent, et c'est là où ils sont encore plus forts en marketing, c'est-à-dire qu'ils font croire beaucoup que le produit est tout et que le marketing, finalement, c'est Mhm. pas grand-chose. Nous, à l'époque, on lisait beaucoup de choses en disant, mais tout est dans le produit, il n'y a pas besoin de faire du marketing, finalement. Mais en réalité, c'est un marketing du... Je sais pas comment dire, mais Le c'est une marketing expli- du produit, quoi. en fait, il y a un vrai marketing, il y avait des vrais investissements et en fait, ils y connaissaient tout en marketing, mais ils cachaient ça, ils diminuaient ça en disant, bah non, et finalement, c'est le produit qui compte. En réalité, non, c'est... D'ailleurs, on le voit bien avec Apple. Ce que tu dis là, c'est un peu la stratégie de communication d'Apple, où on a l'impression que le produit, avec les keynotes, etc., mais il y a tout un effet de préparation en amont, d'environnement, et qui fait qu'il y a une attente et derrière, il y a un effet de rattrapage sur le produit où les gens se disent: «Tiens, il ne faut pas que je loupe le truc, il faut que je comprenne», et une adhésion qui est très forte. Bon, après, ils créent un univers, mais on retrouve beaucoup de ces codes-là dans une marque comme Apple. Beaucoup de marques américaines, mais surtout Apple, je pense qu'elle en est la meilleure illustration. Marketing Peut-être. produit. Oui, alors peut-être. On avait peu d'exemples Apple. Apple a peu communiqué quand même sur la façon dont ils faisaient les choses à l'époque. Et pour le coup, je considérais presque ça comme un contre-exemple où eux, ils ont toujours dit que le marketing était important. On a toujours dit que Steve Jobs était un marketing guy. Enfin, il y a beaucoup de choses sur le marketing. Mais je parle plutôt de livres qui sortaient à l'époque et qui disaient en gros, j'ai tout réussi parce que j'ai tout misé sur le produit, quoi. Parce que j'ai vraiment fait attention à ce que tout soit parfait et j'ai créé cette viralité dans le produit. Il y avait beaucoup ça. Je crée la viralité dans le produit, donc ça me crée un succès. La réalité, c'est que c'était faux. Mm. Vraiment, on ne croyait pas les business books américains, ou en tout cas, lisez-les avec beaucoup de scepticisme sur la réalité de ce qui s'est vraiment passé derrière. Il y a toujours dans ces livres, il y a vraiment ce qu'ils veulent faire paraître qui transparaît, mais pas du tout la Mm. réalité. Ça, on l'a appris après, finalement. Voilà. Ok. Et donc là donc, tu fais ta levée de fonds, tu t'apprends ce que c'est que des investisseurs, ils vous aident à vous structurer la boîte, structurer les relations avec vous. Votre 1,3 million, il vous permet de tenir combien de temps, grosso modo, à l'époque? 1 an, 1 an C'est et une demi? bonne Il y avait un question. objectif qui était derrière ces 1,3 million, c'est-à-dire, est-ce que ça doit vous permettre d'atteindre un certain palier de vente? Est-ce que ça vous permettait d'atteindre une certaine présence nationale? Est-ce que ça a permis de vous faire connaître? Parce que l'enjeu, c'était de faire connaître le service à grande échelle. Est-ce qu'il y avait un objectif déjà bien défini et qui vous permettait de dire après on réfléchira à ce qu'on fait, est-ce qu'on relève ou pas Il y avait un business plan français, et on essayait de le suivre. Ouais. Mais je pense qu'on l'a à l'époque raté. Je pense pas que c'était un échec total, parce que nos investisseurs ont continué à nous suivre. Oui. C'est que ça marchait. On essayait aussi beaucoup de choses. On essayait beaucoup de choses dans le produit. On avait aussi tout le côté app qui arrivait en 2008. Oui. Pardon, qui arrivait tout juste. L'App Store, je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être 2010, un truc comme ça, en tout cas en Europe. Oui, bah, de toute façon, c'est dans les C'est 2-3 dans, années qu'on suivi voilà, le lancement de la première iPhone qui devait être 2006-2007. voilà, c'est dans cette zone-là. Et donc, on mettait aussi beaucoup d'efforts là-dessus. Et on a été featured. À l'époque, c'était un gros truc d'être en avant de l'App Store. Maintenant, on ne voit même plus l'App Store quasiment. On n'y va plus. Mais à l'époque, c'était un gros truc. On était beaucoup à tester, beaucoup à itérer, beaucoup à toujours se concentrer sur l'expérience. On n'est pas sorti très vite de ce mode. En fait, tout ce qui compte, c'est l'expérience. Donc, on travaillait beaucoup, beaucoup l'expérience client pour la rendre vraiment parfaite. Le support client parfait. Traduction en anglais, démarrage des ventes internationales. On a très vite vu qu'il y avait une appétence et qu'on avait un coup à jouer là-dessus, parce que du point de vue, autant en France, la marque SNCF nous écrasait totalement. On était des inconnus totaux Mm. à l'époque. Par contre, côté ouais, vu des US, vu de l'Australie, Donc ouais, c'est les autres agences qui, la France, premier pays touristique, on veut réserver un TGV, on veut réserver un sujet. Donc là, c'est allé se brancher ouais. sur des agences ou des GDS, les Alors fameux, non, on se pour branchait aller... pas trop, non. Il n'y non. avait pas cette logique-là d'API et tout à l'époque. C'était plutôt faire du SEO. Donc en 2012, j'ai recruté notre premier marketing, personne côté marketing, qui est Michel Galibert, et qui aujourd'hui est mon associé chez Memobank.
qui a commencé à nous dire bon, les gars, c'est génial, j'adore votre produit, mais il faut commencer à faire du marketing. Ouais, j'ai commencé à faire du SEO, notamment, ce qui a très, D'accord. très, très bien fonctionné. Donc référencement naturel, hein, pour expliquer. Donc Voilà. laisser des traces du service pour faire connaître Captain Train et qui redirige vers ton site pour pouvoir passer une réservation. Ouais. Voilà, quelqu'un qui, aux US, va chercher, ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, va chercher un trajet entre deux villes, normalement, doit pouvoir tomber, en train en tout cas, doit pouvoir tomber sur notre Et là, site. vous remontez facilement dans les moteurs de recherche comme Google C'est pas pour. si simple, ça a été long quand même. Google n'est pas, voilà, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, ça a commencé à fonctionner jusqu'à représenter. Et je crois que de 2012 au moment où j'ai quitté 2018, ça a représenté quand même un tiers de notre croissance. Ouais. Donc c'était pas rien. À l'époque, c'était beaucoup. Donc Michel, à lui seul, a représenté un tiers de la croissance de Captain Train sur toutes ces années-là, Ouais. parce qu'il a vraiment fait l'effort, il a vraiment compris que on était quand même complètement dans le four en disant qu'il fallait pas de marketing, il fallait du marketing, il fallait bien le faire, et il s'est attelé à la tâche en disant ok, laissez-moi faire, et il l'a vraiment très bien fait. Mhm. On a refait j'ai plus trop les dates en tête, mais on a refait une deuxième levée de fonds, je crois de 2,5 millions à Mhm. l'époque, en 2012, pas très longtemps après, ou fin 2012. L'idée, c'était de commencer à développer l'international. C'est-à-dire ne plus être juste en France, mais commencer à aller voir d'autres opérateurs en Allemagne, un peu partout, parce qu'on sentait qu'en fait, on pouvait reproduire ce qu'on avait fait Mhm. en France. On commençait à avoir des belles ventes quand même si clairement, on n'était pas à la rentabilité, hein, loin de là. Je pense 2012, c'était la bascule où on a commencé à faire une marge brute positive, déjà, Mhm. pas mal. Ouais. Premier C'est step. quand même mieux pour un business. On a optimisé pas mal de choses sur la façon dont les gens pouvaient payer, les coûts, etc. Négocier avec la SNCF et autres. En fait, on est venu assez vite le premier revendeur, hein, externe, hein, SNCF. Donc, on avait quand même un peu plus de poids dans les discussions. Voilà, donc on a continué notre petit bonhomme de chemin. Et Et donc, nouvelle levée de fonds avec tes actionnaires historiques. avec voilà, avec nos Donc, ils ont historiques. remis Ouais. au pot. Ils se sont Ouais. dit, voilà, les courbes sont bien orientées. Voilà, elles sont pas orientées, j'imagine, comme ils le voulaient Ou à comme l'époque, c'était mais indiqué en dans le tout cas, BP. mais en Mais au tout moins, cas, la ça tendance était augmente. là. On voyait qu'il y avait le service commençait à bien prendre. Oui. Et donc, après, là, vous décidez cette fois-ci de relancer une levée de fonds. On a peut-être oublié un petit passage parce que à cette époque-là où Jean de la Roche-Brochard t'avait aidé en tant que lover, c'est au même moment, je crois, où il rejoignait The Family ou qu'il créait The Family. Je me souviens que The Family était rentré au capital alors, je sais plus si c'était la première ou la deuxième opération, et vous aviez été le premier investissement, puisque, bon, on remet un peu dans le contexte, hein, The Family, c'était plutôt un incubateur qui avait mis un peu le pied dans le plat dans le marché avec une façon, comme ils disent, coup d'État, de revoir la façon de vendre, d'amener du digital avec tout ce que ça pouvait remettre en question sur la façon d'organiser, de travailler, de proposer de nouveaux services, de nouveaux produits. Mm. Et donc, ils avaient créé cet incubateur qui était c'est un ovni, beaucoup d'entrepreneurs de la tech sont issus grâce à eux. Hein. Je pense qu'on peut les remercier parce qu'ils ont vraiment dépoussiéré complètement la façon d'entreprendre et ont permis à plein de jeunes de se lancer en mettant à disposition d'infrastructures, des savoir-faire et des formations. Et puis, ils ont évolué puisqu'ils se sont dit, bah, tiens, c'est bien, mais on pourrait aussi permettre d'investir très tôt dans ces boîtes-là. Et je crois qu'ils ont créé des premiers véhicules d'investissement en Club Deal. Et vous avez été le premier investissement qui avait été fait de mémoire, je crois, par The Family, un petit peu à l'arrache, mais qui était intéressant. Et donc là, c'est à cette époque-là où Jean, lui, je crois qu'il quittait le Lover et rejoignait The Family pour le monter. Et donc, toi, tu as bénéficié, tu as eu des interactions avec The Family à ce moment-là ou pas du tout Alors, The Family, c'est plutôt 2013-2014. Donc, c'était un peu plus tard. Ça, Donc, peut-être nous, plutôt deuxième ça faisait levée un de petit fonds. moment qu'on était sur le marché. Effectivement, Mhm. on faisait partie de cette sorte de nouvelle génération d'entreprises avec des Drivey, avec toute une série en fait, d'entreprises qui se sont créées un peu à ce moment-là. Et qui poussaient pour que en fait, les gens comprennent ce qu'était une startup. Il y a eu toute une génération, en gros 2000, où c'était je prends des business qui existent dans la vie physique Mhm. et je les mets online. Mhm. Et nous, on était un peu la première génération vraiment orientée produit, vraiment orientée vie numérique, application, en fait, Mhm. aussi très vite dans les mobiles.
Donc une sorte de nouvelle génération Un changement de référentiel d'entrepreneurs. total, quoi. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de gens qui ont démarré autour de 2000, juste après la crise, quoi, 2009, Mm. 2010. Et après, je pense que The Family, c'est plutôt 2013. De mémoire, mes premières rencontres avec l'équipe, ça doit être 2013. Ils n'avaient même pas encore créé en fait le Mm. truc. C'était juste un projet. Enfin, c'était les premiers repas, un truc comme ça. Et ouais, nous, on aimait bien. Enfin, moi, j'aimais bien l'énergie qui était. Enfin, ce que tu décris, quoi. C'est qu'à un moment, moi, j'ai de la chance dans ma vie. On m'a jamais vraiment fixé de limite. Mais évidemment, la plupart des gens ont ces barrières mentales. Il faut les casser, quoi. Et parfois, il faut être un peu agressif Mm. pour les casser. Et je pense que ça a créé une belle énergie dans l'écosystème. Ils n'étaient pas les seuls, hein, clairement, mais eux étaient un peu voilà, ceux qui Ah allaient oui, le plus loin. ils étaient pied dans la porte, hein, Ah, c'est ça. en plus, c'était très bon en marketing. Ouais, Ils avaient un sens du visuel et de la punchline, on va ouais, dire, qui était assez fort, qui correspondait bien de toute façon à l'état d'esprit. ouais. Et tu prends Alice, Jean, Oussama, le fameux Oussama, là, ils mettaient toute leur énergie, tout leur corps, tout leur temps, et à bon escient, puisque au final, cette énergie a été assez game changer dans l'entrepreneuriat français, dans l'envie d'entreprendre pour pas mal de jeunes entrepreneurs, quoi. Et c'était un moment aussi où beaucoup voulaient comprendre ce qui se passait. Mm. Un monde des startups qui arrivait un peu en Europe, qui était là présent depuis très longtemps, hein, aux US, mais qui arrivait un peu en Europe, qui un peu voulait tout casser, disrupter, qui s'attaque au monopole, etc. Et donc beaucoup de corporates, beaucoup d'entreprises, de dirigeants, beaucoup aussi de politiques voulaient comprendre ce qui se passait. Et ils ont réussi à bien catalyser ça sur leur nom et sur un lieu aussi, Mm. qui permettait à tout le monde de voilà, avoir un point de rencontre, et c'était là. Donc il y avait effectivement une belle énergie. Nous, on a fait en fait une levée de fonds, je ne me rappelle plus des montants, mais à peu près 5,5 millions, je crois, de mémoire en 2014, fin Avec 2014. Alven, c'est là où Alven est rentré. C'est là où Alven est rentré. Nos historiques nous ont toujours suivis. On a fait rentrer des business angels. On avait beaucoup de gens qui étaient aussi addicts aux produits, voilà, et qui voulaient rentrer aussi au fur et à mesure. Donc c'était top. Hein. Vraiment, Mm. ça nous plaisait de faire rentrer des fans du produit au capital. Et à l'époque, effectivement, Jean nous avait aidé sur les deux premières levées de fonds, m'avait aussi aidé un peu sur la troisième, et avait basculé un peu à ce moment-là. Mm. Avait basculé un peu à ce moment-là sur The Family, et a dit ouais, bah, pourquoi on ne ferait pas un investissement, voilà. Donc on leur a permis de rentrer dans ce tour à l'époque. Mhm. Donc nous, on n'est pas issus de l'école The Family, on n'a pas Pas voilà. bénéficié, pas été interaction, tu es juste le lien avec Jean qui Voilà, avait rejoint ce trinôme, enfin qui composait le trinôme et qui était ton principal interlocuteur, quoi. Donc, c'est ça, ok. exactement. Donc effectivement, à l'époque, alors, derrière, ça nous a tiré pas mal d'ennuis parce que le deal a été super mal structuré de leur Ouais. côté. On est sorti, il y a eu tous ces problèmes dont vous entendez parler Dans la avec presse depuis Oussama. 2 ans, avec Oussama. Voilà. Moi, à titre personnel, j'avais aussi, il m'a demandé, donc j'avais investi aussi. Donc je fais partie de ceux qui sont lésés Ah. heureusement, j'avais pas investi beaucoup, et certainement beaucoup moins que d'autres, mais je suis au jour le jour, au jour le jour, mois après mois, on va dire, ce que Alice et Nicolas font aussi pour rattraper la situation, parce que c'est Mhm. vraiment un beau bazar. Donc Ouais. j'ai suivi des deux côtés, quoi, un peu par hasard, parce Ouais. qu'effectivement, un de leurs véhicules a investi chez nous, et qu'il a fallu, à un moment, des investisseurs sont venus vers moi que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui me Mm. disaient, tu sais, j'ai investi chez toi, et en fait, tu as fait un exit, c'est sympa, mais moi, j'ai rien reçu. Je n'en sais rien, moi. Qui êtes-vous? Ouais, Pourquoi? c'était un peu. Ouais. C'était à l'image de The Family, quoi. Ça a été fait un peu à l'arrache, un peu avec beaucoup d'énergie, mais sans bien comprendre ce qu'était que le métier d'investisseur, la réglementation, ce qu'on pouvait faire. Et donc, déboucler un exit sur un véhicule d'investissement, c'est assez particulier. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Aujourd'hui, donc après, donc, tu fais rentrer Alven. Là, Ouais. tu fais rentrer beaucoup plus d'argent. C'était déjà une très, très belle levée, 5,5 millions À l'époque, dans c'était pas mal, ouais. le sujet. Et là, arrive quasiment très vite derrière, enfin, en tout cas, je ne sais pas exactement la durée, mais va arriver très vite cet exit non sollicité. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment tu arrives à vivre, toi, en tant qu'entrepreneur, avec 3 fonds d'investissement, 2 qui ont investi en même temps et qui ont refinancé, et voilà, et puis un nouveau qui arrive avec un prix plus élevé. Qu'est-ce que ça change en organisation? Comment tu le vis, toi? Et à ce moment-là, grosso modo, les fondateurs, après l'entrée en Alven, vous avez combien du capital?
Oh concrètement, là de là, l'ordre du dé, hein, là, je connais plus les chiffres, mais Vous êtes majoritaire ou pas ensemble, non, on les n'est plus fondateurs? Vous majoritaire. êtes plus On n'est majoritaire plus de votre boîte, quoi. majoritaire. Même ensemble, je pense qu'on n'est plus majoritaire au moment où Alven rentre. Mais on joue pas ce jeu-là. On est Mmh. vraiment rentré dans un jeu. Et d'ailleurs, mes associés à l'époque sont partis à ce moment-là parce que là, on était vraiment rentré dans le jeu où euh, billion dollar compagnie, quoi. En Ouais. gros, vraiment, je vise une entreprise qui va être bien financée, mais et qui va continuer à perdre de l'argent, mais qui du coup va avoir une valeur vraiment importante dans le futur. On avait adhéré à ce schéma. On avait des fonds ambitieux aussi avec nous. On était bien entouré, je pense, par des investisseurs vraiment de qualité. On avait tous nos business angels aussi voilà, qui poussaient derrière. Et on se sentait armé pour aller vraiment faire la guerre à l'échelle européenne sur cette question de la billetterie train et bus, parce que Mmh. ça commençait à exploser. Enfin, il y a les Mmh. lois Macron, il y avait, Ouais, qui les a bus ouvert le Macron. bus. Oui. Il y avait en France, mais c'était le cas partout en Europe. Et en fait, on était présent en 2014, on commençait à être présent dans plusieurs pays. On est les premiers à chaque fois à négocier des deals avec les différents transporteurs. On participe énormément à l'ouverture de la concurrence à l'échelle européenne Mmh. de la billetterie. Alors, c'était très théorique, hein, à la base. Maintenant, commence à se faire. On est quand même en 2023, Ouais. 2024. On commence à voir les premiers trains. Mais à l'époque, on se disait ils allaient Ouais. arriver vite. En fait, ils sont arrivés très lentement. Donc c'est les TGV allemands qui ont le droit de venir en France, les TGV Voilà, italiens qui ont le droit de venir en France. exactement. C'était déjà le cas, Voilà. mais de manière très, très Ouais, faible. ils avaient le droit, mais tout était fait pour un peu empêcher ça. Il y avait C'est compliqué. ouais, c'était compliqué pour la SNCF et l'État français de se dire qu'on va partager le gâteau et avec le coût que représente l'infrastructure Mm. SNCF et le monde que ça représente, ça posait beaucoup de questions d'avenir, Ouais. etc. Puis après, il y a une question purement matérielle, hein. Mm. Comment je fais rouler un train espagnol sur des rails Ouais. français, ça marche pas en fait. Enfin, il faut arriver à avoir. Ouais, il y a beaucoup de sujets Beaucoup sur de contraintes. ce truc-là. Mais bon, à l'époque, voilà, on se disait moteur européen, il n'y en a pas, donc il faut qu'on y aille. Ouverture à la concurrence sur le rail, ouverture à la concurrence sur la vente. Qu'on est au plein milieu aussi de cette question de la mobilité qui commençait à pointer le bout de son nez. Donc on est vraiment au bon endroit. Mm. C'est pas si on reprend tout ce que j'ai dit, c'est pas du tout comme ça qu'on l'avait imaginé au départ. Nous, on voulait juste créer un truc pour nous, Ouais. bien mieux que Voyage SNCF, c'était tout. Et on se retrouve de fil en aiguille à se dire, ok, en fait, on peut faire ça dans d'autres pays, en fait, on peut faire ça, nanana, on peut combiner les offres, on peut avoir les meilleures offres et tout, et avoir un produit qui est vraiment au-dessus de ce qui se fait par ailleurs, et donc de se dire, ah bah, on peut avoir vraiment des ambitions européennes et faire vraiment un gros truc. Et donc, on est à ce moment-là, fin 2014, on fait cette levée. Mes associés partent parce que voilà, on n'est pas forcément d'accord sur justement la façon dont on va faire tourner l'entreprise et quelle ambition on lui fixe. Mhm. Je recrute, moi, un DG qui est devenu mon DG pendant quelques années, qui vient de Deutsche Bahn. Donc, Mhm. vraiment, pour cette partie internationale, comment c'est une équipe internationale, tout le monde parle en anglais. Le DG est allemand, le CEO français. Voilà, c'est vraiment cette vision de on va créer un gros truc en Europe. Mhm. Et on est lancé là-dedans. Et début 2015, on a un mail qui vient de nulle part. On commence à se dire aussi, on va aller attaquer le marché UK. Parce que le marché UK, c'était bien pour nous, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. À l'époque, c'était déjà ouvert à la concurrence. On avait commencé à parler avec les autorités euh, régulatrice là-bas. On avait commencé voilà, à bien avancer sur le sujet. On allait se lancer au UK. Et il y a le plus gros acteur UK qui, je crois, nous invite à manger. Un truc comme ça. Donc Trendline. Alors, ça s'appelait The Train Line à l'époque. Ouais. Et on les avait connus parce qu'ils étaient déjà venus nous voir un jour en mode qui êtes-vous bah, voilà, bonjour. Et on avait mangé ensemble à la fin de l'histoire. Peut-être 2 ans avant ou 3 ans avant. Et puis là, ils reviennent nous voir et ils nous disent voilà, bah, qui êtes-vous? On a changé d'équipe, on a changé de truc. On les suivait de loin, on voyait qui ils étaient, mais voilà. Et ok, donc on mange, on fait ce repas. Ok, on se quitte. Il n'y a aucun rien, on parle pas de plan, on parle pas de choses. Et un jour je sais pas, de mars ou février ou mars, on reçoit un email, mais vraiment out of the blue, en mode voilà une offre pour vous racheter à tel prix. Et on se regarde avec mon DG, on était dans le même bureau. On
partage le truc un peu sous le choc du truc. Pourquoi ils nous envoient ça? Enfin, on les a vus une fois, c'est qui? Et ça nous prend vraiment 2 minutes pour nous dire: non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut faire» et hop, on passe à la suite, quoi. On dit, vraiment, j'envoie un mail, «Merci, non merci, au revoir, ça nous intéresse pas», je crois que j'en ai peut-être parlé à mes investisseurs rapidement, mais en mode: «Bon, c'est pas du tout l'objet, du truc, là. Là, on est en Alors, train c'est de pas faire un». l'objet, mais et après, mais c'était même pas une question de genre, il me propose un prix que je trouve pas convenable, c'est que c'était, pas Ouais, on venait de faire rentrer des fonds, donc c'était pour déployer. ouais. C'était pas l'idée de se revendre. Mmh. Quand même, le prix était intéressant, attractif, supérieur certainement au prix Honnêtement, je me qu'on rappelle même t'a plus, voilà, mais mais peu importe. ouais, et oui, on se dit: «Non, mais nous, on va en fait, on va aller les concurrencer, on va aller les défoncer. On a un meilleur produit qu'eux», donc ça, je pense, ça aurait été un mauvais raisonnement pour le coup, a posteriori, mais en tout cas, on se disait on était vraiment dans cette démarche, on va aller, conquérir l'Europe et à Mmh. l'époque, le UK était encore en Europe, on rappelle. Mmh. Donc voilà, on dit: «Non merci, merci, ouais, c'est sympa, hein, merci, vraiment, on apprécie, mais non». Et là, on reçoit un deuxième mail quelques semaines après en mode, «Non, mais on veut vraiment vous racheter» et ils augmentent le prix. Et on se repose la question, avec Daniel, mon DG. Non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut faire et on répond encore non, quoi. Et ça a duré, quelque temps, jusqu'à ce qu'ils viennent nous voir. «Non, mais attendez, il faut quand même qu'on discute parce que vous répondez non et tout, mais vous êtes gentils, mais nous, on a un vrai projet derrière», voilà. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment réfléchir. Le côté, à la limite, ils auraient pu augmenter le prix autant. Et à un moment, je pense qu'on aurait quand même les investisseurs auraient dit: «Non, mais attendez, réfléchissez 2 minutes là». Mais c'est juste qu'il y avait pas de il y avait rien d'autre qu'un prix, en fait. Et Mmh. et nous, notre idée, c'était pas du tout ça, on était pas dans cette démarche. Et après, ils ont pris le temps de dire: «OK, non, en fait, on veut vraiment faire un truc. C'est pas juste, on veut vous acheter, on veut vraiment faire un truc avec vous». Et on a commencé à parler du projet. On a commencé à évoquer ce que ça voulait dire en termes d'équipe, ce que ça voulait dire en termes de marque, ce que ça voulait dire en termes de produits, comment on pouvait travailler ensemble, et Mmh. cetera. Quelle force de frappe aussi ils pouvaient nous amener parce que c'était une boîte rentable, ils connaissaient quand même bien leur boulot. Hem et en se disant: «Bah, en fait, à 2 on pourrait faire un truc bien mieux que chacun dans son coin». Où en fait, on va Mmh. passer notre temps, en fait, à dépenser sur Google, en réalité, pour se concurrencer, alors qu'en fait, on pourrait nos vrais concurrents, c'est les monopoles. Donc allons-y, associons nos forces et allons-y. Et ça, c'était beaucoup plus intéressant. Et c'est ça C'est qui vous a fait basculer, vous, en fondateur, tout cas réfléchir. dirigeant, et à se dire: «Tiens, entre le faire tout seul et le faire avec une proposition de revente, finalement, le but que vous poursuivez, vous arriverez à l'atteindre». Enfin, du moins, ça change pas votre orientation, Mmh. mais ça peut changer effectivement les economics et de se dire: «Bah, tiens, on l'avait peut-être pas considéré comme ça». Personne n'avait vu venir d'ailleurs, je me souviens, je crois à l'époque, hein, c'était un Non. acteur, personne ne pensait, en ayant fait l'investissement, que la vente, elle se ferait auprès de The Trendline. Et donc vous décidez de le faire et puis, je pense que ça a été encouragé puisque vous avez eu un prix, une proposition de prix à plusieurs centaines de millions qui était, bien au-delà de la valorisation que vous aviez reçue au dernier tour, quoi. Oui, oui, c'était, en tout cas, l'ordre de prix, c'est toi qui le dis, mais en tout Oui. cas, oui, c'était bien au-dessus de ce qu'on pouvait faire en termes Mmh. de tours. Donc il y avait un mais bon, on n'était pas vraiment dans cette démarche de, on va gagner de l'argent, enfin ça nous Mmh. intéresse pas. En fait, on était passionnés de ce qu'on faisait, donc nous, ça nous et je dois dire que nos investisseurs, à l'époque, étaient conscients des offres qu'on avait, mais nous ont jamais poussé à vendre. Alors que pour eux, c'était une super résultat, hein. Si on arrivait à se Bien vendre, sûr. c'était vraiment un super résultat. Ils nous ont jamais, jamais, jamais poussé à nous vendre, et à nous dire: «Non, non, mais il faut vraiment que tu acceptes, quoi qu'il se passe, accepte, accepte». Donc c'était pas mal parce que finalement, on a vraiment travaillé sans pression, ce qui permet effectivement, bah, d'être dans la bonne position. Mmh. Vraiment au pire quoi? Au pire, je fais pas le deal, mais en fait, je voulais pas le faire à la base. Donc Ouais, c'est une option gratuite, quoi. donc c'était eux qui se challengeaient eux-mêmes, mais nous, on était, en mode: «Bah, OK, bah, sinon on ira vous concurrencer, puis c'est tout, quoi». Mmh. Donc c'était une position de discussion qui était pas mal. Je pense qu'il faut toujours être un peu, voilà, savoir ses options et être un peu libre parce que quand on n'a qu'une option, c'est toujours là où, généralement, on peut se faire avoir. Là, on avait plusieurs options, on n'avait aucune pression, de la part de nos plus gros investisseurs. Ce qui est marrant, c'est que nos business angels, par contre, quand ils ont su, ça, ont été certainement alors pas tous, pas du tout tous, mais j'ai le souvenir de plusieurs discussions avec des business angels en mode: «Mais vas-y quoi, Mmh. c'est la chance de ta vie, tu vas N'hésite pas à gagner, passer le truc, plein ouais. d'argent, pourquoi tu hésites une seule seconde?» Et en Mmh. fait, bah bah non, en fait, Ouais. j'hésite parce qu'en fait, c'est même pas que j'hésite, c'est qu'en fait, je veux pas le faire, parce que plein de Ouais. raisons, Ouais. et que l'argent ne m'a jamais, conduit à prendre des décisions. C'est Mmh. pas, voilà. Voilà. Et du coup, on a travaillé ce projet, et on a
on a signé le deal en gros, enfin les principes du deal en septembre 2015. Et on a vraiment fait le deal, je me souviens de la date, c'est le 13 avril 2016. Parce que ils avaient besoin d'un peu de temps aussi pour structurer le deal de leur côté et tout. Mais nous, encore une fois, c'est vrai que là, à partir du moment où le deal a été pré-signé, tout le monde était un peu en mode oh, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'ils vont arriver à avoir assez d'argent? Finalement, beaucoup de choses peuvent se passer pendant quelques Mm. mois. Nous, tu es en mode bon, pire, ça se passe pas. Vraiment, au Mm. pire, ça se passe pas et on s'en fiche, quoi. Mm. Et finalement, ça s'est fait. Donc, on n'a pas transpiré à grosses gouttes, c'était pas grave. Ça s'est fait début 2016, avec un deal aussi où on était intéressé, nous, à une future exit du groupe lui-même. Parce que c'est une structure un peu compliquée aussi. C'est là que j'ai découvert le monde du private equity, qui est encore un autre monde que le monde du VC, Mm. avec KKR qui avait acheté à l'époque Trendline. Donc en réalité, c'était KKR qui nous achetait pour créer un groupe. On est entré en bourse en 2018. Donc j'ai vraiment fait un peu toutes les étapes sans le vouloir, sans le prévoir en tout cas, et sans le viser. On a fait toutes les étapes de 3 titres dans un garage jusqu'à rentrer en bourse à Londres. Ça, c'est marrant quoi, d'avoir vraiment fait toutes les étapes un peu Ah oui. clichés de la Surtout que startup. tous les entrepreneurs déjà ne connaissent pas toutes les étapes. Certains connaissent qu'une, pas forcément parce qu'on lève des fonds qu'il y a forcément un exit ou un exit heureux. Et ensuite, un exit à l'international, c'est encore une autre paire de manches. Et puis après, avec des fonds américains de Tier 1, c'est encore autre chose, quoi. Donc, tu as eu le parcours. Qu'est-ce que ça a changé pour terminer là-dessus, pour toi, cet exit à titre personnel? Tu l'attendais pas, cet exit? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours, dans ta façon après de rapport au travail? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou de ne pas faire? Ça m'a donné plus de liberté. Ça m'a pas changé grand-chose dans ma vie. J'ai la chance d'avoir un peu plus de moyens évidemment que la moyenne, pour pouvoir faire des investissements, de pouvoir devenir business angel, ce que je n'étais pas à l'époque, de voir que je suis pas forcément un très bon business angel, même si j'ai pas de catastrophe, c'est pas non plus ouf. De aussi moi devenir investisseur dans des fonds, parce que je suis LP dans certains fonds aussi, de voir un peu l'envers du décor, c'est assez intéressant. Mais ça ne change pas énormément, si ce n'est d'avoir les moyens justement d'investir dans mes propres structures, dans les propres boîtes, d'avoir un peu plus de liberté et donc du coup de pouvoir viser plus haut. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. J'ai pu financer Memobank donc dans les premières années, pendant, je sais plus, de 2017 jusqu'à... pendant 2 ans, je pense, à peu près, tout seul comme un grand, sans avoir besoin de personne, et juste en croyant en mon truc. Ouais, ça c'est cool, quoi. Ça te permet d'avoir une belle liberté. Ce qui est d'ailleurs un point assez intéressant, parce que toi, grosso modo, il s'est passé 1 an, donc entre le moment où tu cèdes ta première société, d'accompagnement bien entendu dans cette session, et toi, tu prends pas le temps de te reposer, tu te dis non, je vais peut-être pas aller au soleil, ta femme a dû faire un petit peu la gueule quand même, mais tu te dis hop, je repars et je remonte, et cette fois-ci, après s'attaquer à un monopole qui était le transport ferroviaire, tu dis bah, je vais m'attaquer à un oligopole cette fois-ci, et tu rentres dans les banques. Qu'est-ce que ça a changé sur toi, la façon dont tu as fait le setup, le démarrage de Memobank, avec tout ce que tu as appris de cette aventure Captain Train, puisque comme tu le dis, hein, tu as appris en marchant, tu as découvert, tu n'avais pas de préconcept du sujet, de la façon de se financer, de la façon de développer. Qu'est-ce que tu as fait différemment quand tu as pris Memobank? Donc tu avais plus de moyens, donc tu as financé les premières années. Qu'est-ce que ça a changé? De ce que tu n'avais pas apprécié, ou tu avais mal vécu et que tu t'es dit, tiens, quand je rentrerai dans la prochaine boîte, ça, les BA peut-être pas, ou peut-être les fonds plus tard, ou peut-être plus, j'ai été peut-être minoritaire trop tôt, j'aurais peut-être aimé rester un peu plus en contrôle. Je pense que ce qui a changé, c'est que je connais les règles du jeu en rentrant. D'accord. À la fois, j'ai l'expérience d'avoir fait plein d'erreurs, aussi plein de réussites. Donc ça, c'est quand même, je suis pas très fan du mode il faut faire des erreurs pour apprendre. On peut aussi avoir plein de réussites pour apprendre. Donc ça, c'est une chose. Donc on a quand même fait des choses bien. On a eu beaucoup de chance aussi. Ça, vraiment, je le mets pas du tout de côté, hein. C'est aussi énormément de chance tout au long du parcours. Donc c'est vrai que je suis rentré dans cette nouvelle aventure en connaissant bien les règles du jeu. Je connais les acteurs, je connais les joueurs, je connais les règles du jeu, je connais quelles sont mes marges de manœuvre dans cet environnement-là.
J'ai la chance d'avoir une réputation aussi, Mmh. mais qui fait à force de travail et de sueur, de pouvoir attirer les meilleurs développeurs, les meilleurs, product marketeurs, les meilleurs product managers. Voilà, d'avoir cette réputation qui fait que, derrière, je peux attirer des gens qui étaient fans Mmh. de Captain Train et qui se disent: «OK, en fait, on peut faire un truc encore plus grand, vas-y, on y va», dans une nouvelle aventure et ça, c'est vraiment top. En fait, je m'éclate, en fait. Donc Ouais. prendre des vacances, enfin, je saurais même pas alors après, j'adore prendre des vacances pour lire parce que ça me permet de pas for enfin, de prendre le recul, mais c'est pas, ouais, en fait, j'ai pas l'impression vraiment de travailler, Tu pas forcément besoin de coupure et tu pas forcément envie. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette volonté de s'attaquer à des gros mastodontes où mmh, tu te dis quand même, mais c'est c'est quand même chaud, quoi. Tu t'attaques à des références. En plus, des métiers, il y a le lobbying est fort, les syndicats sont très forts. En parlant des banques, GE, carte bancaire, etc. Enfin, faut y aller, quoi. Faut être motivé quand même, hein. Là, tu te dis non, je m'arrête pas. Allez hop, je remets la barre un peu plus haute. Est-ce qu'il y avait un enjeu pour toi personnel de dire j'ai envie de faire un truc plus fort que ce que j'ai fait avec Capitaine Train, plus ambitieux, ou alors tu te disais, comme tu as très bien dit dans d'autres interviews, il y avait une insatisfaction des banques, et c'est vrai, tous ceux qui sont entrepreneurs le rencontrent, c'est une souffrance, la relation avec les banques, entre les horaires d'ouverture, les services qui vont pas, les frais cachés, enfin bref, c'est vraiment la bête noire des entrepreneurs, hein, les banques. Et c'est quand même hallucinant qu'en 2024, on n'arrive pas à avoir des banques traditionnelles qui l'ont compris, mais certainement c'est aussi lié à leur oligopole mmh. qui fait qu'il n'y a pas de nouveaux entrants qui bougent un peu la donne. Alors maintenant, il y a les Revolut, il y a les Conto qui ont aidé un petit peu à dépoussiérer, mais qui restent des frontales de ces banques. Toi, tu as fait un choix diamétralement opposé. Tu t'es dit, moi, je vais devenir vraie banque. Donc, tu as ta licence bancaire, comme tu as eu ta licence pour voyage, enfin, Ouais, l'agent de l'agence de voyage, ouais. voyage, pardon. Et tu te dis, tiens, t'y vas, quoi. Tu es un des rares entrepreneurs qui a créé une néobanque qui, à ma connaissance, a fait tout le parcours d'aller chercher la licence bancaire pour être autonome. Donc, tu peux proposer du crédit. Mmh. Il faut quand même le dire que toutes les autres banques qu'on a citées ne peuvent pas proposer du crédit. Proposer des cartes bleues, c'est sympa. Enfin, c'est le truc facile à faire quand on veut faire une néobanque. Mais proposer du crédit, faire du dépôt, gérer des dépôts, enfin, c'est une très grosse responsabilité qui nécessite un très gros bilan, d'où le fait que tu as levé des fonds. Mmh. Mais c'est quand même, pour y aller, quoi, quand même. Et c'est marrant que te dire, les autres qui ont levé beaucoup plus que toi dans les banques n'ont pas fait ce parcours, n'ont pas fait ce choix-là, alors qu'en fait, il est énormément créateur de valeur, parce que tu franchis Mmh. une barrière. Donc ça, C'est tu ce ouais, l'as... c'est ce qui Comment... m'amuse, moi. Ce qui t'amuse. C'est ce qui m'amuse dans la vie, sinon il y a pas trop de défis, il y a pas trop C'était ta de stratégie, ça, de toute façon, de rentrer en disant: «Si je vais dans ce secteur-là pour révolutionner le truc, il faut que je sois libre. oui, Pour être libre, il faut que j'ai ma licence ouais. bancaire, et donc derrière, je proposerai mes services, et c'est comme ça que je vais le concevoir». Ça a été une des frustrations, je dirais, de Captain Train. Ouais. On réfléchissait, mais de manière très, très, très concrète, hein, sur le sujet à l'époque en 2015. C'est de ne pas maîtriser 100% de l'expérience. Moi, je suis vraiment Tu aimes avoir le un contrôle. fou de ça, de se dire, en fait, si tu veux vraiment proposer une expérience incroyable à tes clients, il faut que tu aies le contrôle du maximum de la chaîne. Mmh, Et quand tu vends des billets de train, tu as le contrôle de 5% de la chaîne, en gros. mmh. Tu as Mais le contrôle en aval, quoi, grosso modo, mais tout la ta partie amont, tu l'as pas, quoi, hein. toute l'expérience du train, en fait, peut se passer de la pire façon, quoi. Oui. Et du coup, en plus, ça va nous retomber dessus parce que derrière, c'est Bah nous oui, qui c'est toi avons qui as vendu les le billet liens de avec le train. client final, donc Voilà, exactement. J'ai le lien c'est avec sur le toi qu'on client. tape. Et Voilà, c'est là que tu te reçois les mails en caps lock, bien, bien énervé, en mode vous avez ruiné ma vie. Mais moi, je t'ai juste vendu un billet de train. Et ça, c'est vrai qu'on aurait bien aimé, je pense, aller. Certains essayent d'ailleurs en ce moment, aller vraiment bousculer cette expérience train. mmh, Et je pense que la partie, beaucoup de l'expérience, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. mmh. C'est une expérience client, c'est énormément de détails, c'est des milliers de détails qu'on a raffinés, raffinés, raffinés au fur et à mesure, beaucoup de process qu'on a raffinés. Euh, ouais, c'est dommage que certains acteurs dans le ferroviaire le fassent pas. Certains le font, hein, pour le coup, Mmh. hein, des belles expériences aussi à l'étranger. Mais moi, alors, je trouve qu'en France, c'est pas. Voilà, on peut faire mieux en tout cas. Non, mais c'est Donc, une question et d'état donc, d'esprit, quoi, hein, c'était la c'est frustration un peu qu'on avait. On se disait, et là, retourner dans le monde bancaire et se dire, alors, effectivement, on veut régler cette frustration des entreprises, des équipes financières qui galèrent avec leurs banques, qui peuvent rien automatiser, enfin, où c'est vraiment encore les années 80. Mais si on maîtrise, si en fait derrière il y a une banque traditionnelle, ça sert à rien. On peut mmh. faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment, c'est mettre,
c'est le sugar coating, quoi, Mm. comment on dit en anglais, c'est vraiment saupoudrer du Ouais, sucre glace sur c'est sur mettre une devanture. C'est mettre une ouais, devanture qui va peut-être communiquer auprès d'une population plus jeune, plus dynamique, avec ses codes, mais ça mmh, restera une expérience bancaire derrière qui est celle d'une banque traditionnelle, voilà, avec toutes les limitations qu'on peut avoir, puisqu'on n'a pas d'inflexion ou de capacité exactement. à infléchir le fonctionnement, quoi. Voilà. Et D'accord. donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'aller déjà s'attaquer à une cible assez différente de celle, que celle auxquelles les autres s'attaquent. Nous, on s'attaque vraiment aux entreprises, c'est-à-dire Mm. à la différence de ce qu'on appelle le pro dans le monde bancaire, donc tout ce qui est freelance, etc. Toutes les petites entreprises qui ont des besoins, Mm. mais qui ont des besoins quand même limités en termes bancaires. Nous, on veut vraiment s'adresser à des PME, donc vraiment ce qu'on appelle corporate, enterprise, où là, il y a des vrais sujets Mm. bien touffus d'automatisation, de crédit, de gestion de flotte de cartes, Mm. de gestion de plein de structures, parce que c'est pas généralement qu'une Les entreprise, filiales, les c'est virements, plein d'entreprises, c'est des virements à l'international, c'est euh, la synchronisation entre plein d'équipes, c'est de la comptabilité très dense, Mm. très compliquée, avec beaucoup de frais. Et donc, c'est à ça qu'on voulait vraiment s'attaquer et seule la licence bancaire permet vraiment de s'affranchir de toutes les contraintes. Alors, c'est Ouais. beaucoup de responsabilités, Ouais. beaucoup de devoirs, Ouais. beaucoup de reporting, mais ça permet derrière D'avoir un contrôle de total. vraiment on a le contrôle total sur l'expérience. Et on est allé très 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 loin sur le sujet. On est allé se connecter directement à des chambres de compensation. On fait partie des 60 banques sur 6500 en Europe à être connecté vraiment au cœur des Là où- systèmes d'information. Donc, des transactions qui se compensent entre les banques, que ce soit au niveau des virements, des dépôts, etc., etc. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte combien d'aller chercher la licence bancaire? Parce que je crois qu'il y Alors, a un minimum de bilan que tu dois avoir ou tu dois lever il y a un montant. le minimum légal, c'est 5 millions, mais nous, on nous a imposé 7,5 millions. D'accord. Ok. Voilà. Donc, d'où le fait que tu as fait entrer des fonds. Ouais. Sur Memobank, tu as fait combien de levées de fonds? On a fait combien de levées de fonds? Ouais, On a fait 3,5, on va dire. 3,5. Ouais. Et grosso modo, ça représente quel montant levé? Ça représente en tout 56 millions. 56 millions levés, Mm. donc sur quoi? Sur 5 ans, 6 ans? Ouais, c'est depuis 2017, ouais, en gros. 2017, Ouais. d'accord. Donc, tu as créé, ouais, d'accord. Donc, Mm. tu as fait entrer les fonds très tôt. On a les affaires rentrées en 2019. Moi, j'ai Donc, toi, tu as financé voilà, j'ai financé le début. 2017-2019. Ouais. Grosso modo, toi, tu mets combien avec tes associés pour financer cette partie-là, ces 2 premières années qui te permettaient de certainement montrer un premier service, un premier produit? C'est de l'ordre d'idée, Oh, quelques millions? bonne question. Sur la première année et demie, 2 ans, je me rappelle plus. Quelques centaines de milliers d'euros, ouais, au À million, ouais. au Mm. l'ordre du million, Mm. donc qui te permet de faire ton setup, Ouais. d'avoir quelque chose à montrer et te dire: «Je suis crédible auprès des investisseurs», même si tu étais déjà crédible, mais tu dis: «J'ai un produit et là, j'ai ma stratégie qui est aller chercher la licence bancaire et je Ouais. vais vous faire rentrer Ouais. pour aller chercher cette Ouais. licence bancaire», s'installer comme ça. Ouais. Aujourd'hui, Meobank, t'en es où toi, par rapport à ta volonté entrepreneuriale? Puisqu'on voit qu'elle a été freinée dans le cadre de Capitaine Train avec, cette offre de rachat. Aujourd'hui, toi, tu veux quoi? Tu veux faire une banque autonome indépendante, tu l'as réfléchi de manière, croissance rentable et je ferai des LBO dessus et puis, ben, je resterai autant que je voudrais bien y rester pour l'emmener jusque je veux l'emmener cette banque. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi le play pour toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, 5-6 ans après le lancement de Memobank? C'est l'idée. Ouais. Pour l'instant, on a quand même réussi pas mal de nos paris, qui étaient d'aller chercher cette licence, de prouver que c'était possible. On est les seuls en Europe à avoir une licence from scratch, hein. Mmh. Donc, c'était quand même un gros défi. Et une belle confiance aussi que nous a fait la Banque de France et la CPR sur ce sujet-là. Et maintenant notre deuxième ensuite c'est le deuxième défi, c'était de lancer une banque parce qu'à la fin faut quand même on a créé tous nos systèmes informatiques, hein, donc il Ouais. fallait il n'y a pas d'exemple de banque qui se soit lancée, qui ait démarré les moteurs from scratch. Ouais, d'un autre côté, tu es obligé, quoi. Enfin, si Voilà, tu à veux un faire moment ton jet, tu obligé, quoi. à un moment faut le faire, mais en tout cas on n'avait pas d'exemple voilà qui existe non plus. Donc ça, c'était deuxième chose. Et maintenant, il faut arriver à montrer que on a une offre qui correspond vraiment à la cible qu'on visait. Donc ça, on a vraiment travaillé pendant en gros 2 ans pour ça Mmh. va avoir ce qu'on appelle le product market fit, donc vraiment un- Une adéquation une entre, adéquation entre ce qu'on proposait et ce que voulaient nos clients. Donc ça, aujourd'hui, ouais. on l'a vraiment trouvé. Et maintenant, notre objectif, c'est de devenir rentable. Donc c'est là qu'on voit qu'on a progressé. C'est-à-dire qu'évidemment, sur Captain Train, on était, On au se bout de pose la 3 ans, on question. faisait 1 milliard de ventes. Alors là, on arrive à quand même avoir Bon, ça fait quelques années maintenant que j'arrive à avoir des budgets et des projections qui sont assez justes. Et notre objectif, c'était d'être rentable en 2024 quand on a lancé la banque en 2020. Mmh. Donc
Aujourd'hui, on est vraiment sur la route pour arriver à être rentable cette année. Mhm. Alors je sais que maintenant tout le monde veut être rentable, tout le monde veut être Pas le choix. profitable, pas de choix. Mais nous, c'était vraiment notre objectif. D'accord. Et Et ce qui est sain pour une banque, parce qu'une banque qui c'est est pas plutôt ça, ouais. rentable, bon, bah, Voilà. ton avenir et ton indépendance, elle va vite être mise en cause. Oui. Et d'ailleurs, ça peut te poser des problèmes opérationnels de pas garantir des dépôts, de pas pouvoir garantir un service et avec tout ce que ça peut Alors mettre derrière. heureusement, Voilà. la loi est bien faite quand même, parce que j'ai découvert tout ça. C'est que la régulation, en tout cas, est bien faite. C'est que le dossier d'agrément bancaire, c'est, on va dire, 80% de comment tu vas mourir. Mm. Hein. Tout est fait pour que justement Limiter les la risques. mort d'une banque Mm. soit quelque chose de bien, Digérable pour le système. voilà, en fait, qu'il ne se passe rien. Qui est Tout le pas, monde récupère son qui est argent. pas qu'on appelle un déclenchement systémique Ouais. de panique comme on l'a vu avec Silicon Valley Bank ou autre. Oui, Donc voilà. c'est ça, qui était une banque beaucoup plus grosse que nous. Et voilà, il y a d'autres enjeux aux US, mais nous, on n'aurait pas un enjeu systémique, Mm. mais simplement d'un point de vue réputationnel, Mhm. la Banque de France, c'est son métier de s'assurer que l'argent qui est déposé dans une banque ne soit pas perdu, tout simplement. Mm. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer qu'on... Voilà, donc, peu importe ce qui se passe, même si on n'est pas profitable, même si on meurt, Mhm. tout est conçu pour que tout le monde récupère son argent Ouais. un jour si ça devait arriver. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais. Après, sur la projection, effectivement, nous, on se projette vraiment loin. Mm. Notre objectif, c'est de créer cette expérience à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il n'existe pas de banque européenne. Et ça, c'est vraiment on va dire, le défi d'après la rentabilité, c'est de montrer qu'il peut exister un modèle de banque européenne. Euh, Ça n'existe tout simplement pas. Alors, dans le mode B2C, un peu. Oui. On va dire l'exemple, c'est N26. N26 en Allemagne, qui est le concurrent de Revolut, sont lancés à peu près en même temps et qui fait aussi particulier et aussi pro. Oui, mais qui n'avaient pas du tout la même démarche. C'est-à-dire qu'eux Ouais. sont vraiment allés chercher la licence bancaire complète Oui. en Allemagne. Alors que Revolut est un logiciel qui s'appuie sur un partenaire et enfin qui a démarré Alors comme un. Revolut avait plutôt Ouais, ça. une approche hub, en Oui. disant on n'a jamais besoin de licence, les licences c'est pour les nuls. Ouais. Et est venu derrière en disant bah, en fait c'est pas mal d'avoir une licence, donc soit aller chercher une licence en Lituanie, qui est une sorte de presque une licence d'établissement bancaire, mais qui pas vraiment. Donc ça proxy un peu quoi. C'est un peu de proxy pour faire le métier, mais bon. Voilà. Bon, ça marche, hein, j'adore les services de Revolut et tout, il n'y a pas de problème. Mais disons que c'était pas la même démarche et pas la même philosophie. Mais en tout cas, d'un point de vue vraiment strictement bancaire, expérience européenne, sans joint, sans écharde au long du process, c'est N26 qui est vraiment la banque où on peut dire, voilà. Mais bon, le cas de je déménage en Allemagne, je déménage en Espagne ou autre, et donc j'ai qu'une banque et c'est génial. C'est quand même assez rare. On ne déménage pas dans un pays tous les 4 matins. Par contre, dans le cas d'entreprise, c'est au jour le jour. C'est le quotidien. Toutes les entreprises auxquelles elles s'adressent sont européennes d'une façon ou d'une autre. Elles ont des filiales, des structures, des clients, des fournisseurs partout en Europe. Donc pour elles, l'Europe, c'est un vrai frein aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas de banque vraiment européenne. À chaque fois, il y a des marques européennes. On va retrouver, si vous allez à Prague ou autre, vous allez retrouver des marques, mais à la fin, c'est une banque qui a été rachetée, et donc du coup, c'est un autre système d'information, c'est d'autres personnes, c'est une autre façon de faire de la banque. Donc il n'y a pas cette possibilité d'avoir juste une interface bancaire, comme on peut le trouver aux US, et ce qui est un énorme avantage justement pour des boîtes US. À l'échelle fédérale, on a des banques fédérales. On n'a pas cette notion-là, même si le cadre juridique existe presque. Enfin, en tout cas, on va le voir, parce que c'est nous qui allons essuyer les plâtres. Mais on n'a pas de banque vraiment européenne pour les entreprises. Donc ça va être vraiment le défi, le défi suivant. D'accord. Donc là, aujourd'hui, dans ta démarche entrepreneuriale, MemoBank, ça va être la possibilité pour toi de l'amener le plus loin possible. Et donc, derrière, tu vas te ramener à générer une liquidité pour tes investisseurs qui te soutiennent depuis maintenant 5-6 ans dans les prochaines années. Vu que tu atteins la rentabilité, ce sera certainement plus une session peut-être de type LBO, changement de main, cash out, plutôt qu'une opération d'augmentation de capital. Mais bon, enfin, tout le moins, il y a de fortes chances que ça se dessine dessus, qui te permet, toi, de remplir ton engagement vis-à-vis de tes investisseurs, qui était de les faire sortir avec une plus-value et de repartir avec des fonds peut-être encore plus gros qui vont te permettre d'adresser cette ambition et de durer le plus longtemps possible pour installer cette vision, cette volonté que tu as aujourd'hui d'amener à cette échelle-là. Donc, ça devrait t'amener beaucoup plus loin encore que ce que tu as permis de... Voilà. On espère que vraiment cette marque sera là dans 20 ans, dans 30 ans, et qu'elle remplira toujours son rôle et qu'elle sera toujours leader en termes d'innovation, en termes de produits sur le monde bancaire européen. Oui. D'accord, super. Aujourd'hui, quel
quel conseil tu donnerais ou que tu aurais aimé avoir toi en tant qu'entrepreneur et que tu pourrais donner à des entrepreneurs aujourd'hui qui se posent des questions, peu importe où ils en sont, hein, ils réfléchissent à lancer, ils viennent de faire une levée de fonds, ils réfléchissent à sortir leurs investisseurs ou faire entrer de nouveaux investisseurs. Bref, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la fois dans l'environnement actuel, mais aussi toi, avec ton expérience, de ce que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on t'apporte Vraiment sur l'aspect investissement, quoi. Euh, investissement ou entrepreneuriat, des choses auxquelles tu dis, ben, j'aurais dû faire attention plus à ça, ou peut-être j'ai pas été assez là-dessus éduqué, tu disais tout à l'heure. Il y a des petites choses que tu aurais aimé qu'on te dise, ou être un peu plus éduqué sur comment ça se passe la levée de fonds, mais ça peut être autre chose, mm. hein, sur le recrutement, ça peut être sur la vie entre associés, ça peut être comment vivre avec les fonds. Enfin, Alors nous, du point de vue des investissements, on a eu énormément de chance. Encore une fois, on a compté beaucoup sur la chance, je mhm, pense. Euh, Parce qu'on a eu des fonds vraiment de super qualité, alors que tous les autres nous avaient refusé. mhm, Donc voilà, mais c'est sûr qu'un fonds, c'est sûr que c'est toujours facile à dire, mais disons que a posteriori, je refuserais vraiment d'avoir des fonds où on se dit, c'est un peu comme un recrutement finalement. mhm, C'est presque pire en fait. C'est recrutement. Je pense qu'on apprend aussi au fur et à mesure à dire, non, bah, en fait, là, tu es en train de monter dans un, dans un véhicule qui va aller extrêmement vite. On n'a pas forcément le temps de prendre le temps, mhm, où tu va falloir que tu te formes beaucoup toi-même. Comme je disais, chez WizGo, on faisait tout nous-mêmes, quoi. Et à un mhm, moment, on se retourne, on regarde s'il y a quelqu'un derrière, il n'y a personne, il faut le faire, c'est tout, mhm, fin de l'histoire. Et personne ne se posait la question. Et avoir des gens qui sont à bord et qui ne sont pas dans cette mhm, optique-là, en disant, bah, moi, je fais mon métier, je reste dans mon truc, forme-moi, aide-moi, tire-moi. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne dans des structures beaucoup plus grosses. C'est pas mhm. du tout un reproche moral ou autre, mais c'est juste que ça fonctionne pas dans ce type de structure-là. Donc, recruter et savoir aussi très très vite se séparer de personnes qui font pas l'affaire parce qu'on se trompe très régulièrement Mhm. dans le recrutement. On apprend à être meilleur, mais on se trompe Je même. crois que c'est à peu près les stats, c'est un sur deux, quoi. On se trompe une fois sur deux. Ou... Je sais pas, Ouais. j'ai pas de stats, mais en tout cas, ouais, ça. En tout cas, on se trompe. C'est pas une science exacte et c'est pareil pour les investisseurs. Je pense qu'il faut aussi faire Mhm. cette démarche-là de se dire, encore une fois, nous on a eu de la chance, on n'a pas fait ce travail, mais on est tombé sur les bons, mais pas aller recruter des investisseurs qui, même si on se dit, ok, c'est la dernière chance et tant pis, mon business va pas fonctionner si j'ai pas cet investisseur, je trouve qu'il faut vraiment se poser la question de se dire, est-ce que vraiment je veux avoir Un quelqu'un que investisseur j'aime pas ouais, ou à qui comprend bord, pas quoi. mon business, mais qui m'apporte des fonds. Voilà, c'est Ouais. ça. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté, faut pas prendre que l'argent. Mhm. C'est bien l'argent, et bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais à arriver à chercher des gens avec qui on est raccord intellectuellement, Mhm. qui Qui se projette challenge, comme toi. qui se projettent, qui sont un peu dans la même démarche. Je veux dire, nous, on était vraiment dans une démarche produit, et heureusement qu'on avait des gens qui comprenaient un minimum ça, ou en tout cas qui nous laissaient le bénéfice du doute sur ça. Mhm. Et qui nous embêtait pas trop. Enfin bref, c'est encore une fois, c'est beaucoup de chance chez nous, mais si j'avais maintenant j'ai eu la chance de pouvoir justement Mhm. choisir des investisseurs, bah, je choisis vraiment des gens avec qui je suis très à l'aise intellectuellement, où je peux vraiment me dire ok, il va me challenger, mais je vais aussi le challenger. On peut quand il va me dire quelque chose, je vais le prendre au sérieux. Je vais pas Mhm. juste lui dire ok, tu comprends rien. Je vais vraiment le Traiter le prendre, point, quoi. traiter le point. Voilà. Donc ça, je pense que c'est effectivement important, mais c'est vrai dans le recrutement, mais c'est vrai aussi côté investissement, quoi. Quand Mhm. on n'a pas toujours ce luxe, hein, Oui. je suis d'accord. Encore moins peut-être maintenant, j'en sais rien. Mais ouais, faire ce travail de se dire, ok, je vais passer beaucoup de temps avec cette Oui. personne, mais vraiment, on va être mariés là. Euh, je vais devoir l'informer de tout ce que je fais. Je vais devoir aussi prendre des décisions avec cette Mhm. personne-là. Je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps et de Mhm. voir si est-ce qu'on prendrait Ouais. une bière avec cette personne. Mhm. Voilà. Est-ce que on pourrait juste parler Mhm. simplement, sans parler de business, est-ce qu'on pourrait Ouais. intellectuellement avoir une Ouais. conversation intéressante. Je pense que ça vaut le coup de se Mhm. poser ce genre de questions. D'accord. Et d'ailleurs, si tu avais l'occasion de boire une bière avec quelqu'un aujourd'hui, c'est qui? Si tu avais l'opportunité de quelqu'un et qui tu te dis, mince, si j'avais la possibilité de passer une heure avec cette personne, ce serait qui aujourd'hui? Ah, je sais jamais Qui répondre à ce genre de t'impressionne questions, ou hein. qui t'a trouvé un truc dingue qu'ils ont pu faire. Là, peu importe, hein, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le cinéma, ça peut être un auteur. Tu parlais de lecture tout à l'heure, c'est pas uniquement l'entrepreneuriat. T'as pas des monstres sacrés ou des choses. Pas trop, non. Non. J'ai pas trop ce genre de. J'aime bien tirer un peu.
partie de, ouais, je lis beaucoup, beaucoup de gens que, effectivement, j'admire, mais c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, on a tous un côté gris, quoi, hein. On n'est pas ni noir ni blanc, donc j'aime pas trop, justement. J'ai jamais. On revient à la question un peu, hein, The Family, hein, Mmh. c'est la question, à un moment, il y a un côté gourou, quoi, le Mmh. truc. Il y a un côté, je bois les paroles, je ne Oui. fais que prendre les paroles sans vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière. Est-ce Ouais. qu'on me dit la vérité? Est-ce que... Et donc, j'ai plutôt ce point de vue assez sceptique sur beaucoup. Et jamais Mmh. prendre parole Argent pour comptant, argent quoi. comptant. Oui. Et donc, Oui. en fait, je vois que j'ai peu de modèles, quoi. Parce que à chaque fois que je me dis, en fait, il y a toujours un Il y a un côté côté gris. dogmatique. C'est le côté dogmatique qui est peut-être t'aimes moins bien, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. J'ai une sorte de Répulsion au dogme. répulsion vraiment au côté gourou, au côté Ouais. dogmatique, au côté. Voilà, tout le monde n'a pas raison tout le temps. Oui. Il faut faire très très attention. Donc, j'essaie toujours dans cette démarche intellectuelle de faire très 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 attention tout le temps. Peut-être un peu trop. Oui. Et du coup, ça m'amène à pas avoir vraiment être fan vraiment de personnes. Je sais pas. Après, il y a plein de gens que je lis et dont j'aime bien les points de vue, mais du coup, je suis toujours dans cette Mmh. logique un peu sceptique, quoi. D'accord. Donc tu serais pas candidat à qui veut être mon associé dans le jury. Ça n'aurais pas proposé. Non, Non, mais c'est on me l'a marrant parce que. proposé pour le coup. Ah, on te l'a proposé, d'accord. On me l'a proposé, mais ouais, non, C'est pas ton c'est style, c'est pas. pas un truc. Non. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, tu as une qualité qu'on voit chez les entrepreneurs. Enfin, nous, on a accompagné pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi. Et il y a toujours ce côté discrétion et humilité, même si tu es, très challenging ou tu es très exigeant sur tes attentes sur le produit, comme tu le disais. C'est pas de l'arrogance, hein. Je pense que c'est vraiment une forme d'excellence que tu souhaites atteindre dans tes résultats, et donc que ce soit sur le produit ou la gestion de ta société. Du côté très discret. Qui en ressort, c'est souvent lié à l'humilité et à la discrétion. Par rapport à d'autres entrepreneurs, c'est vrai qu'on peut voir qui font de mon associé des gens qui se la racontent alors qu'ils n'ont rien fait de vraiment dans leur Il y parcours. en a plein qui ont fait plein de choses. Et il y en a qui ont fait plein de choses, mais c'est très drôle de voir ce côté expansif de personnes qui finalement n'ont pas fait des trucs incroyables, alors que d'autres sont très discrets et pourraient apporter beaucoup de choses avec leur œil d'entrepreneur, leur œil d'investisseur, mais qui restent souvent beaucoup en retrait. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris de ton temps pour partager cette expérience, et je pense est assez enrichissante pour tous ces entrepreneurs qui se posent des questions sur lever, pas lever, c'est quoi un investisseur, comment ça peut avoir un impact sur notre vie personnelle, professionnelle, de discuter avec des fonds et d'adresser une ambition, quelle qu'elle soit, dans l'entrepreneuriat, quoi. Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation. Je C'était un t'en prie. plaisir.